La plupart des gens pensent que l'histoire du Titanic se termine lorsque le navire disparaît sous les vagues à 2h20 du matin le 15 avril 1912. Mais voici ce dont personne ne parle. Pour les 700 survivants flottant dans ces petites chaloupes, voyant 1500 personnes mourir dans l'Atlantique glacé, leur cauchemar ne faisait que commencer. Ce qui a suivi fut des années de batailles juridiques, d'humiliations publiques, de carrières brisées et d'une dissimulation qui protégeait les puissants tout en écrasant les gens ordinaires ayant déjà tout perdu. Imaginez, il est environ 4 heures du matin le 15 avril. Vous êtes serrés dans une chaloupe en bois avec peut-être 30 autres personnes. Certains pleurent, d'autres ont cessé de faire le moindre bruit. L'océan Atlantique est noir comme de l'encre autour de vous, et l'air est si froid que votre souffle se suspend devant votre visage comme de petits fantômes. 1 heure plus tôt, vous avez vu le plus grand navire du monde se briser en deux et glisser dans l'océan. Vous avez entendu les cris de 1500 personnes frappant une eau à -2 degrés Celsius, plus froide que votre réfrigérateur, assez froide pour tuer une personne en environ 15 minutes. Et maintenant, le silence. Trop de silence. Le cri a cessé il y a peut-être 20 minutes. Et ce silence est pire. Vous continuez à fixer l'endroit où le navire se trouvait, vous vous attendez à voir des lumières, n'importe quoi. Mais il n'y a rien, juste de l'eau noire s'étendant jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Vos orteils sont engourdis. Vos doigts ont cessé de souffrir depuis environ 1 heure, ce qui n'est en fait pas un bon signe. Quelqu'un à l'arrière du bateau tremble tellement que tout le bateau tangue, et tout ce que vous pouvez faire est attendre. Attendre l'aube. Attendre le sauvetage. Attendre de savoir si quelqu'un que vous aimez est encore en vie. Parmi les 700 survivants répartis dans ces chaloupes et bateaux renversés, il y avait un homme nommé Bruce Ismay. Bruce n'était pas n'importe quel passager. Il était le président de la White Star Line, la compagnie propriétaire du Titanic, celle qui avait construit le navire soi-disant insubmersible et l'avait rempli de passagers en le faisant naviguer à toute vitesse à travers un champ de glace. Et Bruce avait survécu. Sur le moment, cela pouvait ne pas sembler un problème. Survivre semble être une bonne chose, non ? Mais la complication était que plus de 1500 personnes étaient mortes, y compris des centaines de femmes et des enfants. Et pourtant le riche président avait trouvé une place dans une des chaloupes. Les journaux allaient s'en donner à cœur joie. Restons un peu plus dans ce moment. Restons avec les survivants flottant sur cet océan sombre, regardant le ciel devenir lentement gris à l'approche de l'aube. Vers 4 heures du matin, quelqu'un aperçut des lumières à l'horizon. Des lumières basses, en mouvement, un navire. C'était le RMS Carpathia, un paquebot cunard qui avait filé toute la nuit à une vitesse dangereuse, son capitaine poussant les moteurs à leur maximum pour atteindre le site du désastre. Le capitaine Arthur Rostran avait reçu l'appel de détresse vers minuit et avait immédiatement ordonné toute la vitesse possible de son navire. Il avait posté des guetteurs supplémentaires, préparé des couvertures et des boissons chaudes, transformé ses salles à manger en hôpitaux improvisés. Quand la Carpathia arriva aux premières chaloupes, les survivants purent enfin croire qu'ils pourraient réellement survivre. Faire monter 700 personnes traumatisées sur un navire non conçu pour elles prit des heures. L'équipage travaillait avec une efficacité désespérée, hissant les survivants par des échelles ou dans des hamacs, distribuant des couvertures dès qu'ils atteignaient le pont, et ce qu'ils trouvèrent était terrible. Des os cassés pour se tomber ou jeter lors de l'embarquement, des fractures et des contusions, des gens incapables de parler ou tremblant sans fin, fixant le vide avec des yeux vides. Et puis il y avait les engelures. Certains survivants avaient été partiellement submergés dans l'eau glaciale pendant des heures. La Carpathia comptait 3 médecins qui travaillaient sans relâche, triant les patients dans les salles à manger, traitant d'abord les cas les plus graves et essayant de sauver les membres encore viables. Parmi eux, Harold Breed, 22 ans, l'un des opérateurs radio du Titanic, avait tenu sa station jusqu'à ce que l'eau inonde la salle des télégraphes. Jacques Phillips, son collègue, n'avait pas survécu. Harold avait à peine survécu, accroché à une chaloupe renversée, les pieds dans l'eau glaciale. Lorsqu'il monta à bord de la Carpathia, un pied était gravement foulé, l'autre noirci par les engelures, mais malgré ses blessures, il a insisté pour aider à envoyer des messages depuis les survivants pendant 3 jours. Pendant ce temps, Bruce Ismay s'était enfermé dans une cabine de la Carpathia, ne mangeant pas, ne dormant pas, tremblant devant un mur. Même un jeune survivant nommé Jacques Théa, ayant perdu son propre père, ne put que constater l'état de Bruce. Le président de la White Star Line était, simplement, un homme brisé. Mais le monde ne le savait pas encore.
Les nouvelles du désastre venaient seulement de commencer à circuler, mélange confus de rapports contradictoires. Certains journaux disaient que le navire avait survécu et était remorqué vers Halifax. D'autres que tous les passagers étaient en sécurité. Quelques-uns approchaient de la vérité. À Washington DC, le sénateur du Michigan William Alden Smith, ayant un lien personnel avec le Titanic, avait appris que le capitaine Edward Smith était mort et que son navire reposait au fond de l'océan. Il voulait savoir pourquoi, appela la Maison-Blanche, et la réponse fut rien. Le président était trop accablé par le deuil de son ami proche, le major Archibald Butt, à bord du Titanic. Le lendemain matin, le sénateur rédigea une résolution appelant à une enquête officielle du Sénat. La résolution passa presque sans opposition et Smith fut nommé président de la sous-commission d'enquête. Mais il devait agir vite, car les survivants approchaient de New York et l'équipage britannique pouvait quitter le sol américain dès qu'il débarquerait. Le bureau de Smith avait intercepté quelques télégrammes envoyés sous un code astucieux, Yampsi, qui, inversé, épelle isme. Pas exactement de l'espionnage de haut niveau, mais ça suffisait pour pimenter l'enquête. Ces télégrammes demandaient au bureau de la White Star de retenir un navire appelé le Cédric afin que Bruce Ismay et les membres survivants de l'équipage puissent embarquer et retourner en Angleterre immédiatement, avant toute enquête, avant tout témoignage, avant que quiconque ne pose des questions embarrassantes. Smith n'était pas prêt à laisser cela se produire. Le soir du 18 avril 1912, la Carpathia arriva au port de New York. La scène sur les quais était chaotique. Plus de 30 000 personnes s'étaient rassemblées. Certaines étaient des membres de familles désespérées de nouvelles, d'autres des journalistes avides de l'histoire du siècle, d'autres encore simplement curieux de l'ampleur du désastre. 20 ambulances de l'hôpital Bellevue étaient garées près du quai, prêtes à transporter les blessés graves. Un ferry avait été transformé en hôpital flottant. Des bénévoles du Women's Relief Committee attendaient avec nourriture, vêtements et fonds d'urgence. New York s'était préparé au pire scénario, prêt à recevoir plus de 2000 blessés. Finalement, seulement environ 700 passagers descendirent du navire. Parmi ceux qui attendaient sur le quai se trouvait le sénateur Smith et son équipe. Ils avaient des assignations, des questions, et n'allaient laisser partir personne sans réponse. Smith monta à bord de la Carpathia avant que la plupart des survivants n'aient débarqué. Il se dirigea à travers le navire jusqu'à la cabine où Ismay s'était caché pendant 3 jours. Un panneau manuscrit sur la porte indiquait « Please do not knock ». Smith lua. Il ouvrit la porte et trouva Philip Franklin, vice-président de l'International Mercantile Marine, la société propriétaire de la White Star Line. Franklin tenta de dire à Smith qu'Ismay était trop malade pour recevoir des visiteurs. Smith répondit simplement « Je serai le juge de cela ». 30 minutes plus tard, Smith sortit de cette cabine et fut immédiatement assailli par les journalistes. Que s'était-il passé? Qu'avait dit Ismay? Smith leur annonça que Bruce Ismay, président de la White Star Line, comparaîtrait dès le lendemain matin à l'hôtel Waldorf Astoria pour être interrogé, avec les 4 officiers survivants du Titanic. L'enquête commençait officiellement. Pendant ce temps, les efforts de secours s'organisaient dans toute la ville. Le Women's Relief Committee, formé par certaines des figures féminines les plus éminentes de New York, se mobilisa rapidement. En quelques jours, un plan complet fut mis en place pour aider les passagers survivants, en particulier les immigrants de 3e classe. Beaucoup d'entre eux avaient littéralement tout perdu. Tout leur mobilier et effets personnels reposaient maintenant au fond de l'Atlantique. Certains ne parlaient pas anglais, d'autres avaient perdu des époux, des fils, des frères. Les secours furent remarquables. Des inconnus donnaient de l'argent, des vêtements, un abri. La Travelers Aid Society et le Council of Jewish Women guidaient les survivants vers des logements sûrs. Des hôtels offraient des chambres gratuites, des restaurants des repas gratuits. En Angleterre, le Lord Mayor de Londres créa le Titanic Relief Fund, récoltant plus de 2 millions de dollars pour les survivants et les familles des victimes. Pendant que des étrangers ouvraient leur cœur et leur portefeuille, la White Star Line se préparait au combat. Même si le navire était au fond de l'océan, même si 1500 personnes étaient mortes, même si des familles étaient brisées et des survivants traumatisés, restait la question de l'argent. Beaucoup d'argent. Les survivants réclamaient une compensation pour leurs pertes, les familles des victimes pour leurs proches, et la White Star Line voulait payer le moins possible. La bataille juridique allait commencer. Le 19 avril 1912, au Waldorf Astoria Hotel de New York, les portes s'ouvrirent à 9 heures. En 3 minutes,
la salle East Room était remplie à craquer de journalistes, photographes et spectateurs. Tout le monde voulait voir ce qui allait se passer, connaître la vérité sur ce qui s'était passé à bord du Titanic. 1 heure plus tard, le sénateur William Alden Smith arriva. Le premier témoin appelé à témoigner fut Bruce Ismay, l'homme qui s'était caché dans la cabine du médecin du navire pendant 3 jours, l'homme qui avait tenté de fuir le pays avant qu'on puisse l'interroger, l'homme qui avait survécu alors que 1500 personnes étaient mortes. Maintenant, il allait devoir répondre de tout cela. Les caméras se mirent à crépiter. Les flashs éclataient comme de petites explosions dans toute la salle. Les journalistes criaient par-dessus les uns et les autres. Et là, au centre de tout, était assis Bruce Ismay. Il avait l'air épouvantable. L'homme n'avait presque rien mangé depuis 4 jours. Il s'était caché dans une cabine, fixant les murs, tremblant de manière incontrôlable. Et maintenant il était assis à une table de conférence devant des dizaines d'inconnus qui le considéraient déjà comme un meurtrier. Le sénateur Smith dut crier pour reprendre le contrôle de la salle, « Faites sortir ces photographes !» Et tout à coup, les flashs cessèrent. Le silence se fit et l'interrogatoire commença. Voici ce qu'il faut comprendre sur Bruce Ismay, les journaux avaient déjà décidé qu'il était le méchant de cette histoire. Avant même qu'il ouvre la bouche pour témoigner, il lui avait donné des surnoms, J. Brute, le lâche du Titanic. Un journal suggérait même que le drapeau de la White Star devrait devenir jaune, jaune comme un lâche. Les accusations fusaient. On disait qu'Ismay avait pressé le capitaine Smith d'accélérer pour arriver à New York un jour plus tôt, qu'il s'était frayé un chemin vers une chaloupe alors que femmes et enfants attendaient encore sur le pont, qu'il était responsable du désastre pour avoir réduit le nombre de chaloupes lors de la construction. Certaines accusations étaient vraies, d'autres exagérées, d'autres inventées. Mais Ismay allait devoir répondre de tout. Smith commença par des questions préliminaires sur le voyage, le rôle d'Ismay sur le navire, ce qu'il avait vu cette nuit-là. Ismay répondit calmement, avec prudence, l'air d'un homme dont toute la vie allait s'effondrer. Puis Smith posa la question que tout le monde voulait entendre. Quelles étaient les circonstances de votre départ du navire? Ismay prit une inspiration et expliqua, la chaloupe était là. Il y avait un certain nombre d'hommes à bord, et l'officier demanda s'il restait des femmes. Aucune réponse. Aucun passager sur le pont. Et alors que la chaloupe était en train d'être descendue, je suis monté dedans. Smith le pressa, il n'y avait vraiment plus de passagers sur le pont? Non, monsieur. Une réponse simple, peut-être trop simple, car la vérité était qu'il restait plus de 1000 personnes à bord lorsque Ismay monta dans sa chaloupe. La plupart d'entre elles moururent, tandis que le président de la compagnie, lui, était vivant, affirmant qu'il ne trouvait plus de femmes. La salle bruissait de murmures. Les journalistes griffonnaient dans leurs carnets, mais Ismay n'avait pas fini de se défendre. Au cours des heures suivantes, il aborda l'accusation récurrente selon laquelle il aurait pressé le capitaine Smith d'aller plus vite. Ismay répondit qu'il n'avait jamais consulté le capitaine sur la vitesse du navire. Jamais. Le capitaine non plus. Il n'avait discuté que d'une seule chose, ne pas arriver à la lumière de New York avant 5 heures du matin mercredi. Il n'y avait rien à gagner à arriver plus tôt, dit-il. Smith demanda s'il était possible d'atteindre New York à cette heure-là sans pousser les moteurs à fond. « Oh oui, monsieur, répondit Ismay, rien à gagner à arriver plus tôt. » Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes, car Ismay avait peut-être un peu déformé la vérité. Un passager les avait entendus, lui et le capitaine Smith, parler dans la salle de réception du navire. Ils discutaient de la vitesse du navire et Ismay avait apparemment noté qu'ils étaient en passe de battre le temps de traversée du Titanic, navire frère de l'Olympique, lors de son voyage inaugural. Était-ce une suggestion subtile pour pousser les moteurs plus fort? Peut-être, peut-être pas. Le capitaine avait toujours le dernier mot sur la vitesse et la navigation, c'était la loi maritime, même si le propriétaire de toute la compagnie se tenait à côté de lui pour faire des suggestions. Mais le capitaine Smith n'était plus là pour se défendre, il était mort, et les morts ne peuvent pas témoigner, ce qui signifiait qu'Ismay pouvait dire à peu près ce qu'il voulait. À la fin de la première journée de témoignage, Ismay était épuisé, vidé. Il quitta la salle de conférence et commença immédiatement à se plaindre auprès des journalistes d'être retenu en Amérique contre sa volonté, remettant en question la légalité de toute l'enquête. C'était une erreur tactique, il ne ressemblait plus seulement à un lâche, mais à un lâche essayant d'échapper aux questions. Les journaux s'en donnèrent à cœur joie. Le témoin suivant allait être tout aussi dramatique,
Charles Lola, second officier du Titanic, le membre d'équipage survivant le plus haut gradé, avait une histoire à raconter. Lola, 38 ans, avait déjà vécu 6 vies d'aventure avant de poser le pied sur le Titanic. Naufragé à 15 ans, presque mort de malaria en Afrique de l'Ouest, chercheur d'or au Yukon, cow-boy en Alberta, gardien de bétail sur un navire traversant l'Atlantique, l'homme avait tout fait. La nuit du naufrage, Lola était chargé de mettre à l'eau les chaloupes du côté bâbord et prit une décision qui le hanterait toute sa vie. Le capitaine Smith avait ordonné femmes et enfants d'abord, mais Lola interpréta cela comme seulement femmes et enfants, refusant aux hommes l'accès aux chaloupes sauf s'ils étaient nécessaires pour ramer, même si des places étaient libres. Une chaloupe de 65 places partit avec seulement 40 passagers. Son explication était technique, il craignait que les davis ne supportent pas le poids si la chaloupe était pleine. Mais il y avait un problème, les portes du pont inférieur ne s'ouvrirent jamais, et les hommes envoyés pour les ouvrir disparurent. Les chaloupes partirent à moitié vides et des centaines de personnes moururent faute de place. Smith interrogea Lola pendant 2 jours, près de 2000 questions. Lola, homme loyal à la compagnie, donna des réponses techniquement vraies mais ne révéla rien d'autre. À propos du navire se brisant en deux, plusieurs survivants rapportèrent avoir vu la poupe se soulever puis se détacher de la proue. Le solliciteur général lui demanda « Le navire s'est-il brisé ?» Lola répondit « C'est totalement faux. Le navire n'a pas pu se briser. » Il avait tort, le Titanic s'était bien brisé en deux, ce que l'épave au fond de l'océan prouve. Mais en 1912, Lola ne pouvait admettre que le plus grand navire jamais construit s'était cassé comme un bâton. Pendant que les officiers étaient interrogés sur la navigation et les procédures des chaloupes, une autre histoire se déroulait, celle du Californian, navire qui aurait pu sauver tout le monde. La nuit du naufrage, le Californian était arrêté dans les glaces non loin du Titanic. Son opérateur radio s'était couché vers 23h30 et 10 minutes après, le Titanic heurta l'iceberg. Les appels de détresse commencèrent, mais le Californian ne les entendit jamais. Son opérateur dormait. Les fusées blanches de détresse furent aperçues par plusieurs membres d'équipage, à environ 8 km. L'officier de quart rapporta les fusées au capitaine Stanley Lore, dont la réponse fut de ne rien faire, supposant qu'il s'agissait d'un signal de la compagnie. Lorsqu'on l'interrogea, Lore nia tout. Smith lui demanda « Vous ne connaissez aucun autre navire ayant tiré des fusées cette nuit-là » ? « Non, répondit Lore. Pourtant, les timings correspondaient, les fusées correspondaient, la position était proche. Quel autre navire aurait pu être ? Mais Lore s'en tint à son histoire. Le Californian aurait pu sauver de nombreuses vies si elle avait répondu aux fusées. La réputation de Stanley Lore fut détruite, et il passa sa vie à tenter de rétablir son nom, sans succès. Mais il n'était pas le seul dont la vie fut ruinée par l'enquête. Il y eut aussi Sir Cosmo Duff Gordon et son épouse Lucy, très riches. Sir Cosmo était un propriétaire écossais, escrimeur, aristocrate. Sa femme Lucy, célèbre créatrice de mode, habillait la moitié de la noblesse londonienne. La nuit du naufrage, ils avaient échappé à la mort dans la chaloupe numéro 1, un canot de secours pouvant accueillir 40 personnes. Elle quitta le navire avec seulement 12 passagers, tandis que plus d'1 millier étaient laissés derrière pour mourir. Et ce n'était même pas le pire. Après le naufrage du Titanic, les occupants de la chaloupe en pouvaient entendre les cris. Des centaines de voix criaient dans l'obscurité, éclaboussant, mourant. Quelqu'un suggéra de ramer en arrière pour aider, mais l'idée fut rejetée. Selon les témoignages ultérieurs, la principale préoccupation de Sir Cosmo était que les nageurs désespérés ne renversent leur bateau, les noyant tous ensemble. Il valait mieux rester où ils étaient. Et puis, il y avait l'argent. Au cours de cette longue et froide nuit, Sir Cosmo avait promis à chaque membre d'équipage du bateau 5 livres, environ 700 livres sterling aujourd'hui, prétendument pour les aider à acheter de nouveaux équipements, tous leurs biens ayant sombré avec le navire. Mais les rumeurs se répandirent rapidement, et à l'arrivée de l'enquête, tout le monde parlait de pots de vin, d'argent pour les empêcher de revenir sauver des survivants. Lorsque Sir Cosmo compara, il fut interrogé sans relâche. Avait-il promis de l'argent à l'équipage ? Oui. Pensait-il qu'il était naturel de ne pas revenir sauver les noyés ? Je pense que c'était encore naturel, dit-il finalement, mais il admit que cela aurait été splendide de pouvoir sauver ces personnes au lieu de rester dans un bateau à moitié vide à les entendre mourir. Les Duff Gordon ne furent jamais inculpés, mais leur réputation dans la société londonienne était ruinée. Jour après jour, les témoignages continuèrent.
Des témoins furent appelés, des questions posées, et la vérité émergea lentement de la confusion, du chagrin et des accusations mutuelles. Tout au long de ce processus, le sénateur Smith poursuivit son travail. Même lorsque la presse britannique se moqua de lui, l'appelant ignorant, incompétent, un fou ne distinguant pas une cloison étanche d'une cabine de passagers, il continua à obtenir des réponses réelles. Pour la première fois, le monde apprenait ce qui s'était réellement passé à bord du Titanic. À la fin de l'enquête américaine, fin mai, plus de 1000 pages de témoignages avaient été collectées, 86 témoins interrogés, et des conclusions accablantes tirées. La pratique de traverser des champs de glace à grande vitesse était dangereuse, le navire n'avait pas assez de chaloupes pour tous, l'équipage n'était pas formé aux urgences, le Californian n'avait pas répondu aux signaux de détresse, et le capitaine Smith, malgré son expérience, avait commis une grave erreur. Le sénateur Smith présenta son rapport final au Sénat, aucun coup n'avait limité leurs ambitions. Toutes les améliorations modernes de la construction navale auraient dû être réalisées. Aucun test suffisant des chaudières, des cloisons ou des équipements n'avait été fait. Les dispositifs de sauvetage n'avaient pas été vérifiés. Officiers et équipage étaient étrangers les uns aux autres et aux passagers, aucun n'était familier avec le navire ou ses outils. Aucune discipline ou exercice ne troubla la tranquillité de ce voyage. Lorsque la crise survint, un état d'impréparation absolue stupéfia passagers et équipage, et dans leur désespoir, le navire coula, emportant un sacrifice inutile de femmes nobles et d'hommes courageux. L'enquête américaine était terminée, mais de l'autre côté de l'Atlantique, une autre investigation venait de commencer, et celle-ci allait être très différente. Les Britanniques n'étaient pas contents. Pas du tout. Le pays le plus maritime du monde voyait un politicien américain du Michigan ridiculiser ses citoyens, interroger stupidement sur les cloisons étanches et tourner en dérision le savoir-faire maritime britannique devant le monde entier. Il fallait agir. Même avant la fin de l'enquête américaine, le gouvernement britannique annonça qu'il mènerait sa propre enquête, menée par des experts maritimes. L'homme choisi pour superviser l'enquête fut John Bingham, baron Mersey, avocat, conseiller de la reine, ancien politicien, connaissant parfaitement l'industrie maritime et son fonctionnement. Voici le problème avec Lord Mersey. Il avait été invité à des dîners organisés par des entreprises de construction navale. Il avait côtoyé les dirigeants de Harland & Wolff, la société qui avait construit le Titanic. Il avait même dîné avec Bruce Ismay lui-même. À plusieurs reprises, lors d'un dîner pour la Chambre de la Navigation quelques années plus tôt, Mersey avait porté un toast, affirmant que tous ceux liés à l'industrie maritime devaient s'assurer que rien dans la législation ou par d'autres moyens ne réduirait la capacité de transport de ce grand pays. En d'autres termes, ne laissez pas les régulations nuire au commerce maritime. Cet homme fut nommé pour diriger un tribunal indépendant sur le désastre du Titanic. Lorsque le Premier ministre fut interrogé à la Chambre des communes sur l'éventuelle influence de la Board of Trade sur Lord Mersey, celui-ci se hérissa. Une telle suggestion était un affront à Lord Mersey. Peut-être, mais les gens allaient le suggérer de toute façon. L'enquête ouvrit le 2 mai 1912 dans un lieu appelé le London Scottish Drill Hall. C'était un espace immense, choisi spécifiquement pour accueillir une grande foule, et ils l'obtinrent. Mais il y avait un problème avec la salle, tout résonnait. Chaque mot rebondissait sur les murs et revenait brouillé. La moitié des spectateurs ne pouvaient pas entendre ce qui se disait. Même Lord Mersey lui-même se plaignait que l'endroit était insatisfaisant. Ils ne déménagèrent dans un autre lieu que l'avant-dernier jour des audiences, après plus d'un mois de lutte avec l'acoustique. Le procureur général, Sir Rufus Isaacs, commença par présenter une liste de 26 questions que l'enquête devait résoudre. Elle couvrait tout, l'équipement de sécurité du navire, les capacités du télégraphe sans fil, la conception, l'accès entre les ponts, les procédures d'évacuation. Si toutes les questions pouvaient être répondues, ils auraient une image complète de ce qui avait mal tourné. Les premiers témoins n'étaient ni officiers ni dirigeants de la compagnie. C'étaient des marins ordinaires. L'observateur Archie Jules, qui n'était même pas de quart lorsque le navire heurta l'iceberg. Le chauffeur Georges Beauchamp et le chef des chauffeurs Frédéric Barrett. Le témoignage de Barrett était captivant. Il se trouvait dans les chaudières lorsque tout a mal tourné. Il décrivit le voyant rouge de l'indicateur de chauffe clignotant, les avertissant de fermer les registres des fours. Avant qu'il puisse réagir, le navire tressaillit. Puis l'eau arriva. Lorsqu'on lui demanda d'où venait l'eau, Barrett répondit sans hésitation, « De la mer, je suppose. »
Même au milieu d'une tragédie, l'humour britannique était bien vivant. Barrett décrivit l'eau montant 2 pieds au-dessus des plaques du pont presque immédiatement, les portes étanches se fermant, le chaos alors que les hommes tentaient d'échapper au compartiment qui se remplissait plus vite que prévu. L'enquête s'obsédait à comprendre exactement comment l'eau avait pénétré dans le navire. Témoins après témoins furent interrogés sur l'emplacement des inondations, l'heure, la vitesse de montée. Ils utilisèrent un immense modèle à moitié du Titanic, de la taille d'une petite chaloupe, pour montrer la disposition et tracer le parcours de l'eau dans la coque. Lord Mersey et ses assesseurs firent même une visite sur le terrain, ils explorèrent le Olympic, le sister ship presque identique du Titanic, pour mieux comprendre l'agencement. Ils examinèrent l'équipement sans fil, inspectèrent le canot Davits et parcoururent les ponts où l'évacuation avait eu lieu. Dans leur esprit, ils se plaçaient exactement sur les lieux, la nuit du naufrage. Mais lorsque les officiers arrivèrent enfin pour témoigner, les choses devinrent intéressantes. Charles Lawley avait déjà été entendu lors de l'enquête américaine. Il savait à quoi s'attendre. Mais l'enquête britannique était différente, plus formelle, plus technique et à certains égards plus dangereuse, car Lola était un homme de la compagnie et la compagnie observait. Son témoignage s'étala également sur 2 jours complets lors de l'enquête britannique. Sans cesse, on l'interrogeait sur ses décisions cette nuit-là. Pourquoi avait-il chargé les canots avec si peu de personnes? Pourquoi avait-il refusé de laisser monter des hommes alors qu'il y avait des places vides? Lola resta fidèle à son récit. Il s'inquiétait pour les David et avait prévu de remplir les canots depuis les portes d'accès. Il ne réalisa pas à quel point la situation était grave avant qu'il ne soit trop tard. Puis vint une question qui alla droit au cœur du problème. Lord Mersey lui-même se pencha en avant. Il me semble très improbable que vous ayez ordonné l'ouverture de la porte d'accès avant. On pourrait mettre la proue si profondément dans l'eau qu'elle pourrait laisser entrer de l'eau par cette porte. Lola dut admettre, bien sûr, monseigneur, je n'avais pas pris cela en considération à l'époque. Il n'y avait pas le temps de tenir tous ces détails à l'esprit. À ce moment-là, je ne pensais pas que le navire coulait. Voilà donc, le second officier du Titanic, responsable de la moitié des canots, n'avait pas réalisé que le navire coulait avant qu'il ne soit presque trop tard. Et il n'était pas seul. Presque aucun officier n'avait compris la gravité de la situation. Le navire était censé être insubmersible. Les compartiments étanches devaient le maintenir à flot. Personne n'avait prévu ce qui se passerait si l'impensable se produisait réellement. Quand Lola fut de nouveau interrogé sur le naufrage en 2 parties, il maintint son déni. Plusieurs survivants avaient décrit la poupe se soulevant et se détachant, le métal gémissant, les lumières vacillant et s'éteignant tandis que la proue se séparait du reste du navire. Mais Lola ne céda pas. « Je ne pense pas, dit-il, qu'après avoir montré une tendance à se briser et être affaibli, il aurait jamais eu la force de se réparer. » Lord Mersey lui donna une dernière chance. « Ne tenez-vous pas compte de ces témoins qui disent que la poupe, ayant été soulevée dans les airs, s'est détachée? » « Non, monseigneur, je ne le fais pas. » Lola avait tort. Nous savons maintenant que l'épave repose en 2 morceaux, proue et poupe, séparés d'environ 600 mètres. Le navire s'est absolument brisé en 2. Mais l'admettre aurait signifié reconnaître que le plus grand navire jamais construit avait échoué catastrophiquement, ce que l'industrie maritime britannique ne voulait pas entendre. Bruce Ismay fut de nouveau appelé à témoigner lors de l'enquête britannique, mais cette fois, les questions furent visiblement plus douces. En Amérique, le sénateur Smith l'avait grillé pendant des heures sur la vitesse du navire, sur les pressions exercées sur le capitaine, sur son embarquement dans un canot alors que tant d'autres mouraient. En Grande-Bretagne, les questions semblaient presque conçues pour lui permettre de sauver son honneur. Lord Mersey fit remarquer que si Ismay était resté à bord et était mort, cela n'aurait ajouté qu'un mort de plus au bilan. Quel bien cela aurait-il fait? C'était un point juste, mais aussi une forme de clémence que peu des passagers ordinaires et membres d'équipage avaient reçue. Voilà quelque chose qui est souvent négligé à propos de l'enquête britannique. Ils interrogèrent de nombreuses personnes, officiers, marins, chauffeurs de chaudière, dirigeants de la compagnie, et même un célèbre explorateur polaire nommé Ernest Shackleton, qui parla de la manière de naviguer en toute sécurité dans les glaces. Mais savez-vous qui ils n'ont pas interrogé? Un seul passager de 3e classe. Pas un seul. Plus de 500 personnes de 3e classe étaient mortes. Elles logeaient dans les ponts inférieurs, les plus éloignés des canaux de sauvetage. Beaucoup ne parlaient pas anglais. Beaucoup ignoraient comment atteindre le pont des embarcations lorsque l'évacuation commença.
Elles erraient dans des couloirs identiques, essayant désespérément de trouver leur chemin vers le haut alors que l'eau montait autour d'elles. Et l'enquête britannique ne se donna même pas la peine de demander à l'un d'eux ce qui s'était passé. Pourtant, dans leur rapport final, ils conclurent qu'aucune raison structurelle n'empêchait qu'une classe de passagers ait moins de chances qu'une autre d'atteindre le pont et les canaux. Aucune raison structurelle. Peu importe que la troisième classe ait été logée à plusieurs dizaines de mètres des embarcations. Peu importe qu'il y ait eu des histoires sur les ponts inférieurs. Peu importe que le taux de survie des passagers de troisième classe soit inférieur de moitié à celui de la première classe. Apparemment, selon l'enquête, tout le monde avait une chance égale. Si vous y croyez, j'ai un navire à vous vendre. Légèrement utilisé, quelques dommages par l'eau. L'enquête dura 36 jours, 2 fois plus longtemps que l'investigation américaine. Était-ce de la minutie ou juste de la bureaucratie interminable? Chacun en jugera. L'un des moments les plus dramatiques survint lors de l'interrogatoire des vigies. Frédéric Fleet et Reginald Lee étaient dans la vigie lorsque l'iceberg fut aperçu. Le témoignage de Fleet était poignant. Il décrivit l'iceberg droit devant, une masse sombre contre le ciel étoilé. Il sonna 3 fois la cloche d'alarme et téléphona immédiatement au pont, iceberg droit devant. L'officier sur le pont le remercia, puis pendant environ 37 secondes, rien ne se passa. Le navire continuait sa route. Fleet regarda l'iceberg se rapprocher de plus en plus. Puis enfin, la proue commença à tourner. Le navire changeait de direction, mais il était trop tard. L'iceberg racla le côté tribord avec un fracas qui réveilla les passagers dans leur lit. Fleet fut interrogé pour savoir si des jumelles auraient pu lui permettre de repérer l'iceberg plus tôt. Certainement, répondit-il. Alors pourquoi les vigies n'avaient-elles pas de jumelles? Là, la White Star Line était embarrassée. Des jumelles étaient à bord, mais enfermées dans un placard dont personne ne trouvait la clé. La clé était apparemment avec un officier nommé David Blair, retiré de l'équipage à la dernière minute avant le départ. Il l'avait emportée par erreur et personne n'avait pensé à en fournir une autre. Ainsi, les vigies du plus grand navire du monde, traversant un champ de glace de nuit, scrutaient l'horizon à l'œil nu. Les jumelles auraient-elles fait la différence? Peut-être, peut-être pas. Les conditions cette nuit-là étaient inhabituelles. Pas de vent, pas de vagues, pas de lune. L'eau était si calme qu'aucune écume ne trahissait la présence des icebergs. Mais la clé était dans la poche de quelqu'un à Southampton et 1500 personnes étaient mortes. Au fil des semaines, l'enquête examina tout, la conception du navire, la solidité de la coque, la hauteur des cloisons étanches, les protocoles pour recevoir les avertissements de glace, la formation de l'équipage. Peu à peu, un tableau émergea, non pas de négligence criminelle exacte, mais de complaisance, d'une industrie si confiante dans sa technologie qu'elle avait cessé de planifier pour le désastre, de règles qui n'avaient pas suivi la taille des navires modernes, d'une culture où la vitesse et le calendrier importaient plus que la prudence. Le Titanic transportait plus de canaux que la réglementation ne l'exigeait, mais celle-ci ne prévoyait que suffisamment de bateaux pour un tiers des passagers environ. Les règles avaient été écrites pour des navires 2 fois plus petits que le Titanic et personne n'avait pensé à les mettre à jour. Pourquoi? Parce que le Board of Trade, organisme gouvernemental chargé de la sécurité maritime, était conseillé par des représentants des grandes compagnies maritimes. Et ces représentants avaient un intérêt financier à ne pas encombrer leurs magnifiques navires neufs de dizaines de canons. Les règles restèrent donc les mêmes, les navires devinrent plus grands et tout le monde supposait que la technologie moderne rendait ce type de catastrophe impossible, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. L'un des derniers témoins fut Alexander Carril, impliqué dans la conception du Titanic avant de quitter la compagnie. Lord Mursey lui demanda directement combien de canaux il pensait que le navire aurait dû transporter. Carril ne tarda pas, 48 canaux. 3 fois ce que le navire possédait réellement. Suffisant pour tous les passagers. Mais la compagnie avait jugé cela trop coûteux, trop encombrant. Elle s'était décidée pour 20 canaux seulement. L'enquête touchait à sa fin, 36 jours de témoignages, plus de 25 000 questions posées. Lord Mursey devait maintenant rédiger son rapport. Quelle conclusion tirait-il? Qui serait tenu responsable? Les survivants et les familles des disparus attendaient anxieusement. Ils voulaient justice. Ils voulaient des comptes. Ils voulaient que quelqu'un admette que ce désastre n'avait pas été un acte de Dieu. Il avait été le résultat d'une erreur de jugement humain.
Mais c'était l'enquête britannique et l'industrie maritime britannique observaient. Et Lord Mersey avait jadis porté un toast pour s'assurer que rien ne nuise à la puissance maritime de ce grand pays. Tout au long de l'enquête, un nom revenait sans cesse, le capitaine Edward Smith, l'homme qui commandait le Titanic, celui qui avait reçu plusieurs avertissements de glace ce jour-là et avait maintenu son navire à pleine vitesse, celui qui avait péri avec son navire, laissant aucun témoignage, aucune explication, aucune défense. Plusieurs témoins décrivirent le capitaine Smith dans ses derniers instants. Certains disaient qu'il se trouvait sur le pont, calme et composé alors que l'eau montait autour de lui. D'autres affirmaient qu'il avait nagé jusqu'à un canot, remis un bébé, puis nagé de nouveau. Certains prétendaient qu'il s'était suicidé. La vérité était que personne ne savait vraiment ce qui était arrivé au capitaine Smith. Il avait simplement disparu dans le chaos. Mais l'enquête devait décider s'il était responsable. Et c'est là que les choses se compliquèrent. Car le capitaine Smith avait fait exactement ce que d'autres capitaines faisaient. Il avait maintenu la vitesse à travers un champ de glace par une nuit claire, faisant confiance à ses vigies pour repérer tout danger à temps. C'était la pratique standard. C'était ce que les compagnies maritimes attendaient. C'était ce que les passagers voulaient, car cela les menait plus rapidement à destination. La seule différence cette fois-ci était que cela n'avait pas fonctionné. Ernest Shackleton, l'explorateur polaire, avait été interrogé sur ce point. Aurait-il ralenti s'il avait su qu'il y avait de la glace devant ? Je l'ai toujours fait, dit Shackleton, même sur un navire qui ne pouvait atteindre que 6 nœuds à pleine vitesse. Mais les paquebots n'étaient pas des navires d'expédition. Ils devaient respecter des horaires pour satisfaire les passagers, maintenir leur réputation, et donc ils traversaient l'obscurité en espérant le meilleur. Le rapport devait être présenté le 3 juillet 1912. Lorsqu'il arriva, il satisfit presque personne. Le 3 juillet 1912, le rapport final tomba avec fracas. Lord Mersey se tint devant l'Assemblée et énonça ses conclusions. 26 questions avaient été posées, 26 réponses avaient été fournies. Et maintenant, le monde saurait qui était responsable de la mort de 1500 personnes. Sauf que, selon le rapport, personne n'était réellement responsable. Certes, il y avait des constats. La vitesse du navire d'environ 22 nœuds en approchant du champ de glace était excessive. Au moins 8 canots avaient été mis à l'eau avec de la place pour plus de passagers. Le Californian n'avait pas répondu aux signaux de détresse. Mais lorsqu'il s'agissait d'attribuer la véritable responsabilité, le rapport devint soudainement et commodément vague. Ils conclurent que le capitaine Smith avait commis une erreur très grave. Mais ce n'était pas de la négligence. Il faisait simplement ce que d'autres capitaines expérimentés auraient fait dans la même situation. Il suivait la pratique standard. Il ne cherchait pas à battre des records ni à plaire à qui que ce soit dans ces circonstances. Lord Mersey écrivit « Je ne suis pas en mesure de blâmer le capitaine Smith. » Incapable de le blâmer. Le capitaine qui avait reçu au moins 8 avertissements de glace ce jour-là. Le capitaine qui n'avait pas ralenti. Le capitaine qui n'avait pas posté de vigie supplémentaire. Le capitaine dont le navire heurta un iceberg et coula avec une perte humaine énorme. Pas de blâme. Comparez cela à ce qui était arrivé au capitaine Watkin une décennie plus tôt. Watkin commandait un navire appelé le Paris. Il avait commis une petite erreur de calcul en naviguant, et son navire avait touché le fond au large de la Cornouaille. Personne n'était mort. Le navire avait survécu, mais l'enquête jugea son erreur comme de la négligence, et sa carrière fut terminée. Le capitaine Smith tue 1500 personnes. Pas sa faute. Le capitaine Watkin heurte un rocher et tout le monde survit. Carrière détruite. La différence, bien sûr, était le navire. Le Paris était ancien, banal. Personne ne s'en souciait. Le Titanic était la fierté de la construction navale britannique, le plus grand, le plus luxueux et le plus récent paquebot en service. Si le capitaine Smith était négligent, alors tout le système qu'il avait formé, employé et poussé à traverser les champs de glace à grande vitesse était négligent. Les compagnies maritimes étaient négligentes. Le Board of Trade était négligent. Et personne ne voulait l'admettre. Le rapport fit néanmoins quelques recommandations. Les navires devraient transporter suffisamment de canots pour tous les passagers, les cloisons étanches devraient être plus hautes, les équipages devraient pratiquer davantage les exercices d'urgence, les opérateurs radio devraient être en service 24h24. Des mesures sensées, des choses qui auraient dû être évidentes avant que 1500 personnes ne meurent.
Mais voici la partie vraiment douloureuse. Rappelez-vous que plus de 500 passagers de 3e classe étaient morts? Rappelez-vous qu'ils étaient logés dans les ponts inférieurs, les plus éloignés des canaux, sans chemin clair pour se mettre en sécurité? Rappelez-vous qu'aucun d'eux n'avait été interrogé lors de l'enquête britannique? Le rapport final aborda la question de savoir si l'aménagement du navire les avait désavantagés, et la conclusion fut remarquable. Selon Lord Mursey, aucune raison structurelle n'expliquait qu'une classe de passagers ait moins de chances d'atteindre les canaux qu'une autre. Aucune raison structurelle. Les passagers entassés en 3e classe, dormant dans des couchettes 6 ponts sous les canaux, avaient exactement les mêmes chances que les millionnaires dans leur suite de 1re classe sur les ponts supérieurs. Les chiffres de survie disaient le contraire. 62% des passagers de 1re classe survécurent, 41% en 2e classe, 25% en 3e classe. Mais selon le rapport, aucune raison structurelle. Charles Lollet, le loyal homme de compagnie, écrira plus tard dans ses mémoires à propos de l'enquête. Il n'y alla pas par 4 chemins, se laver le linge sale ne servirait à rien à personne, écrivit-il. Le Board of Trade avait jugé ce navire, à tous égards, apte à la mer. Maintenant, le Board of Trade menait une enquête sur la perte de ce navire. Il fit une pause pour les faits, d'où le coup de pinceau du blanchiment. L'enquête britannique était terminée. Les recommandations mèneraient éventuellement à de véritables changements dans la sécurité maritime. Mais la justice, la responsabilité, les familles des morts n'obtinrent rien de tout cela. Et, pendant que toutes ces enquêtes se déroulaient, une autre bataille se préparait, plus discrète, menée non pas dans des tribunaux bondés, mais dans des bureaux juridiques et à travers des piles de paperasse. La bataille pour l'indemnisation. Voyez-vous, lorsque la plupart des passagers montèrent dans les canots de sauvetage la nuit du 14 avril, ils ne pensaient pas à leurs biens. Ils ne pensaient pas aux bijoux laissés dans leur cabine, aux fourrures, aux robes coûteuses, aux héritages familiaux transmis de génération en génération. Ils pensaient à survivre. La plupart ne prirent rien. Certains n'eurent même pas le temps de s'habiller correctement. Ils quittèrent le navire en train de couler en chemise de nuit, en pyjama, pieds nus. Et lorsque le Titanic sombra, tout ce qu'il possédait disparut avec lui. On pourrait penser que lorsqu'une compagnie maritime perd votre navire et tue vos proches, elle ferait tout pour réparer ses erreurs. On pourrait s'attendre à une compensation automatique, généreuse, accompagnée d'excuses. Mais ce ne fut pas le cas. En octobre 1912, seulement 6 mois après le désastre, la White Star Line déposa une requête auprès du district sud de New York. Elle voulait limiter sa responsabilité. Limiter, c'est-à-dire plafonner le montant qu'elle devrait payer. Leur argument reposait sur une vieille loi de 1851. Cette loi stipulait que, dans les cas d'accidents inévitables, une compagnie maritime n'était responsable que de la valeur totale des billets des passagers, plus les frais de cargaison, plus la valeur des matériaux récupérés sur l'épave. Faites le calcul, les billets des passagers s'élevaient à environ 85 000 $. La cargaison valait quelques milliers de plus. Et le seul bien récupéré du Titanic, les canots de sauvetage, pour un total de responsabilité en vertu de cette loi, 91 850 $ pour 1500 morts, des centaines de blessés, des millions de dollars de biens perdus. 91 000 $ à répartir entre tous. Les avocats de la White Star Line soutenaient que la collision était un accident inévitable. Personne n'aurait pu le prévoir ni l'empêcher. La compagnie n'avait connaissance d'aucune négligence du capitaine ou de l'équipage, elle ne devait donc pas être tenue responsable. Une stratégie audacieuse, que certains qualifieraient d'effrontée, mais légalement solide. Et White Star comptait bien se battre pour la faire appliquer. Entre octobre 1912 et janvier 1913, des avis furent publiés dans le New York Times. Si vous aviez une réclamation contre la White Star Line, vous aviez jusqu'au 15 avril 1913 pour la déposer, date anniversaire d'1 an du naufrage. Comme si les survivants avaient besoin d'un rappel supplémentaire, et ils déposèrent leur demande. Des centaines de réclamations affluèrent du monde entier. Lorsque la date limite passa, le total dépassait 16 millions de $. 16 millions, en 1913, cela équivalait à presque 500 millions aujourd'hui. Une somme absolument stupéfiante. Les demandes furent réparties en 4 catégories: perte de vie, perte de biens, perte de vie et biens combinés, et blessures. Cette dernière catégorie, les blessures, contenait certains des récits les plus bouleversants du désastre. Il y avait Anna Msegawan, de Chicago. Elle voyageait vers l'Amérique lorsque le navire commença à sombrer.
Elle ne put monter à temps dans un canot et fit ce qu'elle pouvait, elle sauta. Imaginez cela un instant, debout sur le pont d'un navire en train de couler. Les canots ont disparu, l'eau monte, et votre seule option est de plonger dans l'Atlantique glacé en espérant qu'on vous repêche avant de mourir. Anna survécut, mais souffrit de blessures permanentes dues à la chute, au choc et aux engelures qui suivirent. Il y eut aussi Bertha Noon, de Rhode Island. Bertha n'avait pas sauté. Elle avait été poussée dans un canot lors de l'évacuation, si violemment qu'elle fut blessée, puis elle resta dans ce petit bateau pendant des heures, exposée au froid glacial, attendant le secours. Ses blessures étaient nombreuses, dos et colonne endommagés, l'empêchant de porter un corset, ce qui en 1912 était un problème sérieux, choc nerveux sévère, utérus déplacé, congestion récurrente de la tête et de la poitrine la laissant inconsciente pendant plusieurs jours. Elle demanda 25 000 $, soit plus de 700 000 $ aujourd'hui. Les demandes liées aux biens révélèrent à quel point les différences de classe étaient marquées à bord du Titanic. Margaret Brown, l'une des survivantes les plus célèbres, réclama plus de 27 000 $. Elle avait perdu plusieurs fourrures, robes, capes et un collier valant 2 000 $ à lui seul. Irene Harris, veuve du producteur de Broadway Henry Harris, demanda 1 million. Son mari avait péri dans le naufrage et elle réclamait une compensation pour ses revenus futurs perdus, en plus du reste. Et puis il y avait les Carter. William et Lucille Carter voyageaient avec quelque chose d'inhabituel dans la soute du navire, une toute nouvelle automobile Renault 1912, l'une des voitures les plus luxueuses que l'on pouvait acheter à l'époque. Ils avaient prévu de la conduire à travers l'Europe avant que la guerre ne rende cela impossible. La Renault sombra avec le navire. Carter déposa une réclamation auprès de Lloyd de Londres pour 5 000 $. Mais pour chaque passager riche réclamant des dizaines de milliers pour des bijoux perdus, des dizaines de passagers de troisième classe avaient des demandes beaucoup plus modestes. Youngie, par exemple, ne réclamait que 95 livres sterling en tout. L'objet le plus cher, un costume évalué à 2 livres sterling et 12 shillings. C'était la différence entre la première et la troisième classe. Un passager perd un collier de 2 000 $, un autre un costume valant peut-être 50 $. En réalité, ils ont tous perdu la même chose, tout ce qu'ils possédaient. Les procédures légales s'éternisèrent pendant des années. Des dépositions furent prises en 1913 et 1914. Les survivants durent revivre le désastre encore et encore, décrivant en détail ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient perdu, ce qui leur était arrivé. Bruce Ismay fut interrogé maintes et maintes fois, devant se défendre des mêmes accusations. Avait-il poussé le capitaine Smith à aller plus vite? Avait-il sauté dans un canot pendant que des femmes et des enfants attendaient? Ismay resta fidèle à son récit, toutes les décisions étaient prises par le capitaine. Il n'était qu'un passager. Il monta dans un canot seulement après qu'on lui eut dit qu'il n'y avait plus de femmes sur le pont. Les avocats représentant les survivants tentèrent de prouver que la White Star Line avait été négligente. Ils soulignèrent que la compagnie connaissait les avertissements de glace, mais avait maintenu le navire à pleine vitesse, que l'équipage n'avait pas été correctement formé, que l'exercice de mise à l'eau des canots à Southampton n'avait testé que 2 bateaux sur 20, que les guetteurs n'avaient pas de jumelles, tous des points justes, tous vrais. Mais prouver que la compagnie avait connaissance de cette négligence et l'avait laissé se produire était plus difficile. Les audiences ne se tinrent qu'en juin 1915, plus de 3 ans après le désastre. D'ici là, les souvenirs s'étaient estompés, les détails étaient devenus flous, et l'impact émotionnel de la tragédie s'était amoindri, du moins pour les juges et avocats concernés. Pendant que les audiences s'éternisaient, des négociations avaient lieu à huis clos. Les survivants et leurs avocats savaient qu'ils ne gagneraient peut-être pas au tribunal. La loi de 1851 favorisait largement la compagnie maritime. Même en cas de preuve de négligence, ils pouvaient repartir les mains vides. Mieux valait accepter un règlement que tout risquer lors d'un procès. En décembre 1915, un accord fut conclu. White Star paierait 664 000 $ à répartir entre tous les demandeurs. 664 000 $ sur les 16 millions demandés initialement, soit environ 4% de ce que les survivants réclamaient. Pour certains passagers riches, c'était un affront. Pour les familles de troisième classe ayant tout perdu, à peine de quoi recommencer. Le juge Julius Mayer signa le décret final en juillet 1916. La compagnie fut jugée non coupable de toute probabilité et connaissance, non responsable de pertes, dommages, blessures ou décès.
4 ans après le désastre, des centaines de réclamations, des milliers de pages de témoignages, et au final, la compagnie maritime s'en sortit en ne payant qu'une fraction de ce qu'elle devait. Ce fut l'une des grandes injustices du droit maritime. Et le pire, c'est que la loi protégeant White Star avait été écrite pour encourager la construction navale et le commerce. L'objectif était de minimiser les risques pour les armateurs afin qu'ils continuent d'investir dans de nouveaux navires, d'étendre le commerce et de faire de l'argent. La loi fonctionna exactement comme prévu. Elle protégea les riches au détriment de tous les autres. Certains survivants étaient furieux. Ils avaient perdu des maris, des femmes, des enfants, vu des gens mourir, subi des blessures qui les affecteraient pour le reste de leur vie. Et maintenant, on leur disait que la compagnie responsable ne leur devait presque rien. D'autres étaient simplement épuisés. La bataille juridique avait duré des années. Ils avaient dû revivre le désastre à maintes reprises dans les dépositions et audiences, mettre une valeur monétaire sur leur douleur, leur traumatisme, sur leurs proches décédés. Comment fait-on cela? Comment regarder un formulaire et y inscrire la valeur de son père, de son mari, de son enfant? Certaines réclamations essayèrent. La famille d'Isidore Strauss, riche propriétaire de grands magasins morts avec sa femme Ida, demanda des sommes énormes, mais l'argent ne pouvait pas les ramener. L'argent ne pouvait rien effacer. La famille Strauss avait eu une place dans un canot, Ida avait refusé de laisser son mari. Ils furent vus assis ensemble sur des chaises de pont, se tenant la main alors que le navire coulait. Quelle valeur attribuer à cela? Quelle somme pour une histoire d'amour? L'argent du règlement fut distribué selon une formule. Combien vous aviez perdu, la solidité de votre réclamation, la compétence de votre avocat. Certaines familles reçurent des milliers, d'autres des centaines, certaines presque rien. Et White Star Line continua ses activités. Elle poursuivit la traversée de l'Atlantique, fusionna avec Cunard en 1934 et finit par disparaître dans l'histoire. Mais pour les survivants, l'argent n'était pas le plus important. L'important était la reconnaissance, l'aveu qu'un événement terrible s'était produit et que quelqu'un en était responsable. Ils ne l'obtinrent jamais. Les enquêtes blâmèrent la glace. Le tribunal ne blâma personne. Les familles des morts furent laissées à leur deuil, leur perte réduite à des chiffres sur un formulaire légal. Pendant ce temps, les survivants durent apprendre à vivre avec ce qu'ils avaient enduré. Et cela, au final, fut un cauchemar en soi. Voici quelque chose que peu de gens savent sur le travail sur un navire en 1912, vos salaires s'arrêtaient au moment exact où le navire coulait. Pas lorsque vous étiez secouru. Pas lorsque vous atteigniez la rive. Le moment précis où le navire disparaissait sous les vagues. Vous étiez hors service. Peu importe si vous flottiez dans un canot en attendant l'aube. Peu importe si vous vous accrochiez à un morceau d'épave dans l'eau glacée. Pour la compagnie, vous n'étiez plus son employé. Ainsi, pour les quelques 700 survivants du Titanic, le salaire s'arrêta dans la nuit du 15 avril, autour du moment où la poupe disparut sous l'eau et que les cris commencèrent « Bienvenue dans le merveilleux monde des relations de travail édouardiennes ». La plupart de l'équipage venait de Southampton, de familles ouvrières. Des hommes qui avaient signé pour un travail stable et un salaire correct, des chauffeurs de chaudière qui poussaient le charbon dans les fourneaux, des stewards servant les repas et préparant les lits, des marins nettoyant les ponts et manipulant les cordages. Maintenant, ils étaient au chômage. Beaucoup avaient perdu tous leurs biens lorsque le navire coula. Leur famille à Southampton pleurait déjà les 549 locaux morts, et les survivants devaient malgré tout reprendre leur vie en main. La plupart s'y mirent rapidement. Quelques semaines après le désastre, certains s'engageaient déjà sur de nouveaux navires, quelques-uns rejoignirent même l'équipage de l'Olympique, le sister ship presque identique du Titanic. Imaginez parcourir chaque jour ces ponts, traverser des couloirs identiques à ceux où vos camarades étaient morts. Mais l'équipage eut encore une indignité à subir. Une entreprise, CW et FN Black, engageait les musiciens des Transatlantiques, le groupe qui avait continué à jouer pendant que le Titanic coulait, essayant de calmer les passagers. Tous ses membres moururent cette nuit-là. 8 musiciens, jouant jusqu'à ce que l'eau recouvre le pont, sombrèrent ensuite dans l'Atlantique avec tous ceux qui ne trouvaient pas de place dans un canot. Parmi eux, un jeune violoniste de 21 ans, Jock Hume. Quelques semaines après le naufrage, ses parents reçurent une lettre de CW et FN Black. Vous pourriez penser à une lettre de condoléances, ou même une offre de compensation pour les dernières heures héroïques de leur fils. Non. C'était une facture, 14 shillings pour l'uniforme perdu avec le navire, porté par leur fils lorsqu'il se noya.
Le père de Jock fut furieux et adressa la lettre au syndicat des musiciens amalgamés, qui la publia dans son bulletin. L'histoire fit scandale, c'est à ça que ressemblait le traitement des travailleurs ordinaires en 1912. Et les officiers? Les hommes en charge cette nuit-là, donnant les ordres et essayant de gérer l'impossible? Leurs histoires étaient compliquées. Charles Lola, second officier et survivant le plus haut gradé, l'homme de la compagnie qui nia que le navire se soit brisé et défendit à chaque tournant les décisions de la White Star, retourna travailler après les enquêtes. Il servit comme premier officier sur l'Océanique, puis sur l'Olympique et fut promu premier officier, une étape vers son propre commandement qui ne se réalisa jamais. L'ombre du Titanic pesait sur tous les officiers survivants. Personne ne voulait leur confier un poste de capitaine. Cela rappellerait le désastre aux passagers et susciterait des questions. Mieux valait les laisser en arrière-plan, invisibles, accomplissant leur travail en silence. Lola quitta finalement White Star et prit divers emplois, aubergiste, éleveur de poules, spéculateur immobilier. L'homme ayant survécu à l'un des plus grands désastres de l'histoire élevait maintenant des poules dans la campagne anglaise. Mais il n'avait pas terminé avec l'aventure. Quand la Première Guerre mondiale éclata, Lola fut rappelé pour servir dans la Royal Navy. Il commandait un torpilleur, coula un sous-marin allemand en le percutant, combattit un Zeppelin tentant de bombarder l'Angleterre. Puis vint le moment qui définirait la seconde moitié de sa vie. En mai 1940, la British Expeditionary Force était piégée sur les plages de Dunkerque, encerclée par les forces allemandes. Le gouvernement britannique fit appel aux bateaux civils pour évacuer les soldats. Lola avait 66 ans et possédait un yacht à moteur de 58 feet, le Sundowner. Lorsque l'Amirauté demanda à réquisitionner son bateau, il accepta à une condition, il le conduirait lui-même. Ainsi, le 1er juin 1940, Charles Lytton, son fils aîné Roger, et un jeune scout maritime nommé Gerald Ashcroft partirent à travers la Manche en direction de Dunkerque. Le Sundowner avait été conçu pour transporter environ 21 personnes. Lola en ramena 130. Il avait récupéré des hommes du destroyer en train de couler HMS Worcester, rassemblé des retardataires venant d'autres bateaux et rempli chaque centimètre disponible de son petit yacht, au-dessus comme en dessous du pont, jusqu'à ce qu'il frotte dangereusement l'eau. Des avions allemands les mitraillaient sur le chemin du retour. Lola devait zigzaguer et esquiver, donnant les changements de cap à son fils à la barre pendant que les bombes tombaient autour d'eux. À un moment, un bombardier allemand 88 se prépara à attaquer quand un Spitfire britannique surgit et l'abattit. L'avion s'écrasa à quelques mètres seulement du Sundowner. Aucun homme ne fut perdu ce jour-là. Lorsqu'ils atteignirent enfin le port anglais de Ramsgate, un officier stupéfait compta les soldats descendants du Sundowner. 130 hommes pour un bateau prévu pour 21. L'un d'eux aurait plaisanté, on dirait bien que notre capitaine était sur le Titanic. Un autre répondit, mais il a survécu. Lola mourut en décembre 1952 à l'âge de 78 ans. Son corps fut incinéré et ses cendres dispersées au crématorium de Morlake. Il n'eut jamais le commandement de son propre paquebot, mais il avait sauvé des vies à Dunkerque, survécu au Titanic et vécu pour raconter les deux. Pas mal pour un éleveur de poules. Les autres officiers survivants eurent des sorts plus calmes. Herbert Pitman, troisième officier, resta chez White Star après le désastre, servant sur l'Océanique puis l'Olympique, mais sa vue déclina et il fut finalement retiré du pont pour devenir commissaire. Joseph Boxall, quatrième officier, celui qui avait tiré les fusées de détresse et tenté de signaler le navire mystérieux à l'horizon, resta des années chez White Star, servant sur l'Adriatique et l'Olympique après la fusion avec Cunard, puis l'Aquitania jusqu'à sa retraite en 1940. À sa mort en 1967, ses cendres furent dispersées aux coordonnées qu'il avait calculées pour le Titanic, à environ 13 miles de l'épave réelle. Harold Lowe, cinquième officier, le Gallois audacieux qui retourna avec son canot pour sauver des survivants, servit dans la Royal Navy puis retourna chez White Star, prenant sa retraite en 1931 et vivant paisiblement au pays de Galles jusqu'en 1944. Aucun d'eux ne commanda jamais un paquebot. L'ombre du Titanic accompagna toute leur carrière. Pour les passagers survivants, le traumatisme se manifesta différemment. Frank Goldsmith, 9 ans lors du naufrage, était dans l'un des derniers canots, assis avec sa mère, regardant son père disparaître dans la foule sur le navire en train de couler. Frank survécut, son père non. Toute sa vie, il ne put jamais assister à un match de baseball. Ce n'était pas le sport, mais la foule.
Quand l'équipe locale marquait et que 30 000 personnes se levaient et acclamaient, cela lui rappelait les cris de 1500 personnes dans l'eau, appelant désespérément de l'aide avant de sombrer dans le silence. Il vécut jusqu'en 1982, 70 ans après le désastre, et ne se fit jamais au bruit des acclamations. D'autres survivants réagirent autrement. Certains parlaient sans cesse, donnaient des interviews, écrivaient des mémoires, racontaient leur histoire pour traiter le traumatisme. D'autres se turent complètement, ne parlant plus jamais du Titanic à personne. Bruce Ismay faisait partie de cela. Après les enquêtes et les procès, il se retira de la vie publique, démissionna de la présidence de White Star Line en juin 1913 et s'installa à temps partiel dans un cottage à Connemara, sur la côte ouest de l'Irlande, où il pouvait pêcher en paix et éviter le regard des autres. Sa femme, Florence, s'assura que le sujet du Titanic ne soit jamais évoqué dans la famille. Sa petite fille le décrivit plus tard comme un mort-vivant, replié dans un silence si complet qu'il semblait à peine vivant, errant seul dans les parcs, assistant seul à des concerts, discutant avec des inconnus qui ne savaient rien de lui. En 1936, lors d'une réunion familiale, l'un des petits-enfants demanda innocemment s'il avait déjà été dans un naufrage. Probablement la première fois depuis des décennies que quelqu'un osait aborder le sujet. Ismay répondit simplement « Oui, j'étais une fois sur un navire que l'on croyait insubmersible. » C'était tout. C'était tout ce qu'il pouvait dire. L'année suivante, sa santé se détériora, il souffrit de diabète. Sa jambe droite dut être amputée. Il passa la plupart de son temps en fauteuil roulant. Le 14 octobre 1937, Bruce Ismay s'effondra dans sa chambre après un AVC massif. Il était inconscient, aveugle, incapable de parler. 3 jours plus tard, il mourut à l'âge de 74 ans. Ses funérailles eurent lieu à l'église Saint-Paul à Knightsbridge et il fut enterré au cimetière de Putney Vale à Londres. L'homme qui avait été traité de l'âge du Titanic, moqué, vilipendé et accusé de la mort de 1500 personnes, trouva enfin la paix. Le Titanic Relief Fund, mis en place pour aider les survivants et les familles des victimes, continua à fonctionner pendant des décennies et ne ferma qu'en 1959. D'ici là, les enfants orphelins avaient grandi, les veuves s'étaient remariées ou étaient décédées. Une nouvelle génération ne connaissait le Titanic que par les livres d'histoire. Pourtant, les cicatrices restaient, dans les familles, chez les survivants, dans la ville de Southampton qui avait perdu tant d'hommes, et dans les lois régissant la sécurité en mer. Le naufrage changea les choses, pas aussi vite ni aussi complètement qu'il aurait dû, mais il changea les choses. Les navires commencèrent à embarquer suffisamment de canaux pour tout le monde, les opérateurs radio durent rester de service 24 heures sur 24, et le International Ice Patrol fut créé pour surveiller les icebergs dans l'Atlantique Nord. Le Radio Act de 1912, la Convention internationale pour la sécurité de la vie en mer, les règles sur les cloisons étanches, les exercices d'urgence et les signaux de détresse, la mort de 1500 personnes eut un sens. Elle transforma la manière dont le monde considérait la sécurité maritime. Et Harold Breed, le jeune opérateur radio qui continua à envoyer des messages alors que le navire coulait, qui travailla 3 jours d'affilée sur le Carpathia avec les pieds gelés pour transmettre des nouvelles aux familles inquiètes sur la côte, garda un profil bas après le désastre. Il témoigna aux 2 enquêtes, reçut $1000 du New York Times pour son récit exclusif, puis disparut silencieusement de la vie publique. Il servit comme opérateur radio sur d'autres navires pendant la Première Guerre mondiale. En 1920, il épousa Lucy Downey et eut 3 enfants. Installé en Écosse, Breed devint vendeur et ne parla jamais beaucoup du Titanic, ne chercha jamais la lumière des projecteurs ni à tirer profit de sa renommée de héros du naufrage. Harold Breed mourut en 1956, 44 ans après le naufrage, à l'âge de 66 ans. Ses cendres furent dispersées dans un crématorium à Glasgow. L'homme qui était resté à son poste jusqu'à ce que l'eau inonde la salle radio, qui plaisantait sur l'envoi de SOS parce que ce pourrait être la dernière chance de l'utiliser, qui s'était accroché à un canot retourné tandis que son collègue Jacques Phillips gelait à côté de lui, ne fit jamais d'histoire de tout cela. Il vécut sa vie simplement, en privé, portant les fantômes qu'il avait à supporter. Certains gèrent le traumatisme en parlant, d'autres par le silence. Harold Breed choisit le silence. Et quelque part, au fond de l'Atlantique Nord, le Titanic reposait, intact et oublié, tombeau pour ceux qui n'avaient jamais atteint les canaux. Il resta là, silencieux et oublié pendant 73 ans, jusqu'à ce que quelqu'un aille enfin le chercher. Le monde apprit lentement, douloureusement du Titanic, mais il apprit.
Dans les mois suivant le désastre, les gouvernements des deux côtés de l'Atlantique posèrent des questions embarrassantes. Comment les règlements avaient-ils pu devenir si obsolètes? Comment des navires de 50 000 tonnes pouvaient-ils être soumis à des règles de canaux prévues pour la moitié? Comment une industrie si confiante en sa technologie avait-elle pu ignorer la sécurité de base? Les réponses étaient embarrassantes. Le Board of Trade britannique n'avait pas mis à jour les exigences pour les canaux depuis 1894, à l'époque où les plus gros navires faisaient environ 13 000 tonnes. La règle était simple, tout navire de plus de 10 000 tonnes devait embarquer 16 canaux. Peu importait si le Titanic pesait 15 000 ou 50 000 tonnes. 16 canaux. Lors de la construction du Titanic, Alexander Carril, l'un des concepteurs, avait préconisé 48 canaux, suffisants pour tout le monde, mais la compagnie jugea cela trop coûteux et encombrant, et se contenta de 20, ce qui dépassait en réalité les exigences légales. Le Board of Trade valida, car 16 suffisait et 20 était mieux que 16. Le problème était que le Titanic pouvait transporter plus de 2000 personnes et que 20 canaux ne pouvaient en sauver qu'à peine la moitié. Les calculs étaient évidents, mais personne ne s'en soucia. Après le désastre, les changements se firent rapidement. Le Radio Act de 1912 fut l'une des premières réformes, votée 4 mois après le naufrage aux États-Unis, obligeant tous les navires transportant 50 passagers ou plus à avoir un équipement radio capable de communiquer à distance, avec des opérateurs de service 24 heures sur 24. Plus jamais il ne fut possible qu'un navire comme le Californian regarde le Titanic en feu alors que son opérateur dormait. La loi régla aussi les interférences des radioamateurs et attribua des fréquences spécifiques à différents usages, avec sanction en cas d'entrave. Les changements étaient petits mais significatifs. Les réformes plus larges prirent plus de temps. En novembre 1913, des représentants de 13 pays se rassemblèrent à Londres pour la conférence internationale sur la sécurité de la vie en mer, travaillant pendant des mois à un nouvel ensemble de règles, la Convention internationale pour la sécurité de la vie en mer. Les gens l'appelaient SOLAS. La Convention couvrait tout, les canaux, les cloisons étanches, la sécurité incendie, la navigation, les exercices d'urgence, les équipements radio. C'était la révision la plus complète de la sécurité maritime de l'histoire. La disposition clé était simple, chaque navire devait embarquer suffisamment de canaux pour tous les passagers. Fini de compter sur des compartiments étanches pour protéger les gens. Fini de supposer que de l'aide arriverait avant que le navire ne coule. En cas de pire scénario, tout le monde devait avoir une place. SOLAS devait entrer en vigueur en 1915, mais la Première Guerre mondiale éclata et le monde eut soudainement des problèmes bien plus graves que les règlements de navigation en temps de paix. La convention fut mise de côté et les navires continuèrent à naviguer selon les anciennes règles ou sans règles du tout selon les pays. Ce n'est qu'en 1929 que SOLAS fut enfin actualisé et correctement appliqué, 17 ans après le naufrage du Titanic. 17 ans où les navires naviguèrent avec un nombre insuffisant de canaux parce que les gouvernements ne s'étaient pas organisés. Mais finalement, les règles s'imposèrent. SOLAS a été mis à jour plusieurs fois depuis et reste aujourd'hui la norme internationale pour la sécurité maritime. Chaque paquebot que vous avez pris, chaque cargo traversant l'océan suit des règles issues de ce désastre de 1912. Une autre réforme fut la création de l'International Ice Patrol. Immédiatement après le naufrage, la marine américaine envoya des navires et des patrouilleurs surveiller la zone où le Titanic avait coulé. Leur mission était simple, repérer les glaces, les signaler et prévenir les navires pour qu'ils les évitent. Mais ce n'était qu'une mesure temporaire. Il fallait quelque chose de plus permanent. En 1914, l'International Ice Patrol fut créé au sein de la Coast Guard américaine, chargée de surveiller les icebergs dans l'Atlantique Nord, notamment sur les routes maritimes des paquebots. En cas de danger, des alertes étaient diffusées à tous les navires de la zone. La patrouille commença avec seulement 2 patrouilleurs. Aujourd'hui, avions et satellites sont utilisés, mais la mission reste la même. Aucun navire ne doit être surpris par un iceberg comme le Titanic l'avait été. En plus d'un siècle d'opération, aucun navire ayant suivi les avertissements de la patrouille n'a été perdu à cause de la glace. Pas un seul. 1500 personnes étaient mortes pour que ce nombre puisse être 0. La conception des navires changea aussi. Le Titanic avait ce qu'on appelait un double fond, le pont inférieur renforcé pour se protéger des échouements, mais les flancs du navire étaient simples. Lorsque l'iceberg racla le côté tribord, il pénétra comme un couteau dans du papier.
Après le désastre, les navires furent construits avec des doubles flancs, 2 couches d'acier sur les côtés et le fond. Si quelque chose perçait la couche extérieure, la couche intérieure résistait encore. L'eau pouvait entrer entre les deux, mais les compartiments intérieurs ne se remplissaient pas. Les cloisons étanches furent aussi prolongées. Sur le Titanic, elles ne montaient qu'à environ 3 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, ce qui semblait suffisant. Normalement, ça l'était. Mais quand 5 compartiments se remplirent, la proue s'enfonça et l'eau déferla par-dessus les cloisons dans les compartiments suivants. Le concepteur avait prévu que le navire survive avec 2 compartiments inondés. 5, c'était une sentence de mort. Les nouveaux navires eurent des cloisons montant jusqu'au pont supérieur, complètement étanches. Même si plusieurs compartiments se remplissaient, l'eau ne débordait pas vers le reste du navire. Ces changements n'étaient pas spectaculaires. On ne les remarquait pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout était différent, plus solide, plus sûr, construit par des gens qui avaient appris à la dure que insubmersible était un mensonge. Pendant que les lois changeaient et que les navires étaient repensés, la vie ordinaire continuait. À Southampton, la ville qui avait perdu le plus de ses habitants, les veuves tentaient de se reconstruire. Le Titanic Relief Fund aidait, les œuvres de charité aussi, mais rien ne pouvait ramener les hommes partis le 10 avril et jamais revenus. Certaines femmes se remarièrent, trouvant de nouveaux maris pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. D'autres non. Elles portaient leur deuil comme une seconde peau, vieillissant dans des maisons trop silencieuses. Les enfants grandirent. Les garçons qui avaient perdu leur père apprirent un métier, trouvèrent du travail, fondèrent leur propre famille. Les filles ayant perdu un frère se marièrent et s'éloignèrent. Une nouvelle génération naquit, sans aucun souvenir du désastre. Pour eux, le Titanic n'était qu'une histoire, celle d'un événement triste raconté par leurs grands-parents, dans des journaux qui avaient depuis tourné à autre chose. Guerre, élections, scandales. Le Titanic disparaissait peu à peu des gros titres. Les années passaient. Les décennies. En 1955, un écrivain nommé Walter leur publia un livre intitulé Astérisque, une nuit pour se souvenir Astérisque. Il avait passé des années à retrouver les survivants, les intervieweurs, reconstituer ce qui s'était passé cette nuit-là. Son livre redonna vie au désastre pour une nouvelle génération. Un film suivi en 1958, même titre, noir et blanc, britannique. Il montrait le naufrage de façon réaliste, humaine. Le public pleura. Les critiques saluèrent le travail. Le Titanic redevint soudain d'actualité, mais le navire lui-même restait caché, à 2 milles et demi sous la surface, dans l'obscurité de l'Atlantique Nord, reposant intact. Personne ne savait exactement où il se trouvait. La position calculée par le 4e officier Boxhall cette nuit-là, celle qu'ils avaient diffusée dans les appels de détresse, s'avéra fausse. Les chercheurs ne trouvèrent que le fond de l'océan vide. Le Titanic était devenu un fantôme, une légende, quelque chose dont on parlait sans pouvoir voir ni toucher, sans pouvoir prouver qu'il était encore là. Certains se demandaient s'il ne s'était pas complètement brisé, si la pression des profondeurs l'avait pulvérisé, s'il restait quelque chose à découvrir. D'autres croyaient qu'il était là, intact, attendant d'être retrouvé. Ils rêvaient d'expéditions, de submersibles capables d'atteindre l'épave, de caméras pour capturer l'escalier principal, la salle à manger des premiers, la passerelle où le capitaine Smith s'était tenu. La technologie n'existait pas encore, ni dans les années 50 ni dans les années 60. Le fond océanique à cette profondeur était inaccessible pour la plupart des usages. Quelques sous-marins militaires pouvaient y parvenir, mais ils avaient d'autres priorités. Et ainsi, le Titanic attendait, tandis que les survivants vieillissaient. Un par un, ils disparurent. Les officiers qui avaient chargé les canots, les passagers qui avaient sauté dans l'eau glacée, les membres d'équipage qui avaient maintenu les chaudières en marche jusqu'à ce que l'électricité cesse. Charles Lola mourut en 1952, lors du Grand Smog de Londres, ses poumons affaiblis par des années de pipe ne supportant plus la pollution. Il avait 78 ans. Le 4e officier Boxhall mourut en 1967, ses cendres dispersées à la position qu'il avait calculée pour le naufrage, croyant l'avoir bien estimé. Milvina Dean, âgée de seulement 2 mois lors du naufrage, devint la dernière survivante vivante. Elle avait été emportée du navire dans un sac postal en toile, trop jeune pour s'en souvenir. Son père périt dans le naufrage, sa mère n'en parla jamais. Milvina vécut jusqu'en 2009, à 97 ans. Elle donna des interviews,
participa à des commémorations, devenant le lien vivant avec un désastre survenu avant la naissance des grands-parents de la plupart des gens. À sa mort, le dernier lien humain avec le Titanic fut rompu. Tous ceux qui avaient été à bord avaient disparu. Il ne restait que des documents, des photos, des artefacts et l'épave elle-même, toujours là, dans l'obscurité, gardant ses secrets. Le XX siècle continua, les guerres allèrent et revinrent, la technologie progressa. Dans les années 1980, les outils nécessaires pour retrouver le Titanic existaient enfin. Des robots capables de résister à la pression écrasante, des caméras voyant dans la nuit éternelle des profondeurs, des sonars cartographiant le fond marin en détail. Certains survivants vécurent assez longtemps pour voir cette technologie se développer, observant les hommes marcher sur la Lune, voyant les ordinateurs passer de machines occupant des pièces entières à des appareils tenant dans une poche, se demandant parfois si quelqu'un découvrirait un jour le navire dont ils avaient échappé toutes ces années auparavant. Edith Brown fut l'une de ces survivantes. Elle avait 15 ans lorsque le Titanic sombra. Son père avait mis sa mère et elle dans un canot de sauvetage, puis s'était écarté. Il savait qu'il n'y avait pas de place pour lui. Il fit un signe d'adieu alors que le canot était abaissé. Ce fut la dernière fois qu'Edith le vit. Elle vécut jusqu'en 1997, 85 ans après le désastre, assez longtemps pour voir l'épave découverte. Assez longtemps pour voir le film de 1997 avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, qui fit renaître la fascination pour le Titanic chez une toute nouvelle génération. Edith n'aimait pas beaucoup le film, trop de romance, pas assez de réalité. Mais elle comprenait pourquoi les gens étaient fascinés. Le Titanic était plus qu'un simple naufrage. Il représentait l'orgueil, la tragédie, le fossé entre ce que nous croyons pouvoir contrôler et ce que l'univers permet réellement. En 1985, une expédition conjointe américaine et française se lança à la recherche de l'épave. Ils avaient cherché pendant des semaines, traînant des caméras sur des kilomètres de fond marin vide, ne trouvant rien. Puis, aux premières heures du 1er septembre, un morceau de débris apparut sur les moniteurs, une chaudière, l'une des immenses chaudières du Titanic, reposant sur le fond comme un jouet abandonné. Ils l'avaient trouvé. Les caméras plongèrent plus profondément et là, émergeant de l'obscurité, se trouvait la proue du Titanic, reconnaissable même après 73 ans. L'ancre, les rambardes, le nom encore visible sur la coque. Le navire s'était brisé en deux, exactement comme l'avaient décrit les survivants. La section de proue reposait droite, relativement intacte, comme si elle pouvait se relever du fond à tout moment. La poupe, à un demi-mille de là, était un épave tordu, déchiré par la violence du naufrage. Robert Ballard, l'océanographe qui dirigeait l'équipe américaine, décrivit plus tard le moment de la découverte. Il fêtait avec ses collègues lorsqu'on lui fit remarquer que c'était l'endroit où 1500 personnes avaient péri. L'ambiance changea instantanément. Ils tinrent un bref service commémoratif sur le pont de leur navire de recherche. Le monde entier observa, émerveillé, les images de l'épave diffusées partout. Le Titanic, perdu pendant 3/4 de siècle, avait été retrouvé. On vit le grand escalier, ou ce qu'il en restait, les lustres, les chaises longues et les effets personnels éparpillés sur le fond. On vit la proue, toujours fière malgré tout, et la poupe effondrée, brisée comme une canette écrasée. La découverte souleva de nouvelles questions. Fallait-il remonter les artefacts ou laisser l'épave intacte, comme un lieu de sépulture? À qui appartenait le Titanic? La compagnie qui l'avait construit avait disparu depuis longtemps. Les familles des passagers avaient refait leur vie. Qui avait le droit de perturber ce qui reposait au fond de l'océan? Ces débats continuent aujourd'hui. Des expéditions ont récupéré des milliers d'objets, vaisselles, bijoux, effets personnels. Certains disent que c'est de l'archéologie, d'autres du pillage de sépultures. Mais cela est une autre histoire. Pour l'instant, ce qui compte, c'est ceci: le désastre changea les choses. Il força les gouvernements à prendre la sécurité au sérieux. Il força les compagnies maritimes à mettre les gens avant le profit. Il força le monde entier à admettre que la technologie a des limites, que la confiance n'est pas compétence, que les plus grands et les meilleurs peuvent encore échouer. 1500 personnes moururent dans la nuit du 14 avril 1912. Leur mort n'était pas vaine. Elle rendit l'océan plus sûr pour tous ceux qui suivirent. C'est un réconfort difficile, mais réel. Et peut-être que cela suffit. Southampton ne se remit jamais complètement. Promenez-vous dans les vieux quartiers de Southampton aujourd'hui,
et vous verrez des plaques sur les bâtiments, des jardins commémoratifs, des noms de rues rappelant le désastre. Le Titanic est tissé dans le tissu de la ville, impossible à ignorer. En 1912, Southampton était une ville ouvrière. Les hommes qui servaient à bord des grands paquebots vivaient dans des maisons en rangées étroites dans des quartiers comme Northam et Chapel. Ils n'étaient ni riches ni célèbres. Ils étaient chauffeurs, stewards et trimmers, des hommes qui poussaient le charbon, servaient les repas et maintenaient le fonctionnement des navires. 549 d'entre eux périrent sur le Titanic. Dans certaines rues, presque chaque maison perdit quelqu'un, père, fils, frère, mari. Les femmes laissées derrière durent apprendre à survivre sans les salaires qui nourrissaient leur famille. Le Titanic Relief Fund apporta une aide, mais la charité avait ses limites. Beaucoup de veuves durent trouver du travail elles-mêmes, nettoyer des maisons, faire la lessive, tout ce qui pouvait mettre de la nourriture sur la table. Leurs enfants grandirent vite, prenant des emplois dès qu'ils le purent, contribuant autant qu'ils le pouvaient. Certaines familles ne se remirent jamais financièrement. La pauvreté qui s'abattit sur elles après avril 1912 dura des générations. Mais il y avait autre chose, un silence. Les familles ne parlaient pas du Titanic, pas ouvertement. Le chagrin était trop récent, trop cru. Les mères changeaient de sujet lorsque les enfants demandaient des nouvelles de pères à peine connus. Les grands-parents quittaient la pièce quand le navire était mentionné à la radio. Ce silence dura des décennies. Ce n'est que dans les années 1980 et 1990, lorsque des chercheurs commencèrent à retrouver les descendants, que beaucoup de familles commencèrent à partager leurs histoires. Des lettres sortirent des greniers. Des photographies émergèrent d'albums poussiéreux. Les enfants de survivants, eux-mêmes maintenant âgés, parlèrent enfin de ce que leurs parents avaient vécu. Et les récits étaient déchirants. Eva Hart avait 7 ans lorsque le Titanic sombra. Son père avait hésité à réserver le passage, ne faisant pas confiance au navire. Sa mère refusait de dormir pendant la traversée, restant éveillée dans sa cabine chaque nuit, convaincue que quelque chose de terrible se produirait. La nuit du 14 avril, la mère d'Eva était éveillée quand le navire heurta l'iceberg. Elle réveilla son mari et sa fille immédiatement. Ils atteignirent le pont alors que de nombreux passagers étaient encore dans leur cabine. Ignorant le danger, le père d'Eva mit elle et sa mère dans le canot 14, lui donna une couverture, lui dit d'être sage, puis s'écarta et attendit avec les autres hommes que le canot soit abaissé. Eva regarda le Titanic sombrer, vit la poupe se lever dans les airs, entendit les cris des personnes dans l'eau. Pour le reste de sa vie, elle ne supporta pas l'obscurité et dormit avec les lumières allumées chaque nuit pendant 80 ans. Le traumatisme ne s'effaça jamais, il devint une partie d'elle-même. Eva mourut en 1996, l'une des dernières survivantes ayant des souvenirs directs du naufrage. Elle passa ses dernières années à donner des interviews, corriger les idées fausses et faire comprendre ce qu'avait vraiment été cette nuit. Non la romance des films, mais la terreur, le chaos, le son de 1500 personnes mourant dans une eau glaciale. D'autres survivants portaient des cicatrices similaires. Ruth Baker avait 12 ans quand le Titanic sombra. Elle voyageait avec sa mère et ses jeunes frères et sœurs pour rejoindre son père, missionnaire en Inde. Quand le navire commença à couler, Ruth aida sa mère à mettre les plus jeunes dans un canot, puis y monta elle-même. Mais dans la confusion, Ruth se retrouva séparée de sa famille et finit dans un autre canot. Pendant des heures, elle ne sut pas si sa mère et ses frères et sœurs avaient survécu. Elle resta dans l'obscurité glaciale, entourée d'inconnus, convaincue d'être désormais orpheline. Ils furent réunis sur le Carpathia. Tous avaient survécu. Cela ressemblait à un miracle. Ruth parla rarement du Titanic par la suite. Elle se maria, eut des enfants, mena une vie tranquille. Ce n'est que dans ses 80 ans qu'elle commença à s'ouvrir, donnant des interviews, visitant la Titanic Historical Society, participant même à une expédition pour voir l'épave en 1990. Debout sur le pont du navire de recherche, regardant l'endroit où le navire reposait à 4 km de profondeur, Ruth déclara se sentir en paix, comme si elle avait enfin refermé un chapitre ouvert depuis près de 8 décennies. Elle mourut en 1990, quelques semaines après cette expédition. Elle avait 90 ans. Le Titanic devint plus qu'un naufrage, une histoire que nous nous racontons sur la nature humaine. Nous avons fait des films, des livres, des chansons, des pièces de théâtre. Nous avons construit des musées, des expositions, des jardins commémoratifs. Nous avons plongé jusqu'à l'épave et remonté des artefacts.
Nous avons débattu de la responsabilité du capitaine, de l'avidité de la compagnie, de la prévention possible du désastre. Et à travers tout cela, nous revenions toujours aux mêmes questions. Que ferais-je? Aurais-je abandonné ma place dans un canot? Aurais-je gardé mon poste comme les opérateurs radio? Aurais-je joué de la musique pendant que le navire coulait? Le groupe est devenu l'une des images les plus durables du désastre. 8 musiciens qui continuèrent à jouer tandis que les passagers se dirigeaient vers les canots. Les chansons exactes qu'ils jouèrent sont disputées. Certains disent des hymnes, d'autres du ragtime. L'histoire célèbre de Asterisk Near et My God to the Asterisk est peut-être vraie ou peut-être légendaire. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils ne s'arrêtèrent pas. Ils jouèrent jusqu'à ne plus pouvoir. Tous les 8 moururent. Leurs corps, s'ils furent retrouvés, furent enterrés dans des fosses communes ou renvoyés aux familles qui pouvaient à peine payer les funérailles. La compagnie qui les employait envoya des factures pour les uniformes perdus. Le syndicat des musiciens dut se battre juste pour obtenir la compensation de base des familles. Pourtant, ces 8 hommes devinrent des symboles de courage dans des circonstances impossibles, de dignité face à la mort, de quelque chose de noble dans la nature humaine qui refuse d'abandonner même quand abandonner semble la seule option sensée. C'est ça, le Titanic, il révèle le pire et le meilleur des hommes, la lâcheté et le courage, l'égoïsme et le sacrifice. L'épave disparaît lentement, 4 kilomètres sous la surface. La poupe s'affaisse, des trous apparaissent là où tout semblait solide. Bientôt, il ne restera qu'une tache de rouille sur le fond océanique. Le grand escalier disparaîtra, les ancres disparaîtront, la coque que les survivants virent s'enfoncer sous les vagues aura disparu pour de bon. Certains pensent que c'est approprié. Le Titanic n'était pas fait pour être une attraction touristique, c'était une tombe. D'autres veulent préserver ce qui peut l'être. Des expéditions ont remonté des milliers d'artefacts. Une chaise de pont, une paire de lunettes, un sac en cuir encore rempli. Chaque objet relie aux personnes qui ont vécu et sont mortes sur le navire. Il y a même une paire de chaussures reposant sur le fond, là où un corps s'était trouvé. Le corps a disparu, mais les chaussures restent, face à face comme si quelqu'un était allongé sur le dos. Celui qui portait ces chaussures est mort là. Nous ne connaissons ni son nom, ni sa classe sociale, ni son statut à bord. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il sombra avec le navire, et que ses chaussures sont restées. Tous les survivants vivants ont disparu. Milvina Dean, la dernière d'entre eux, mourut en 2009. Elle n'avait que 9 semaines lorsque le Titanic coula. Trop jeune pour se souvenir. Son lien avec le désastre était indirect, transmis par sa mère. Milvina passa ses dernières années dans la précarité financière, vendant ses souvenirs du Titanic pour payer sa maison de retraite. Lorsque James Cameron et d'autres cinéastes apprirent sa situation, ils firent des dons. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Elle mourut à 97 ans, le dernier lien humain avec cette nuit de 1912. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour raconter le froid de l'eau, le bruit du navire se brisant, ou les visages de ceux qui ne survécurent pas. Il ne reste que des documents, des photos, des artefacts et une coque rouillée au fond de l'océan, disparaissant lentement. Mais l'histoire perdure. Chaque année, un anniversaire, un documentaire ou une expédition ramène le Titanic dans l'actualité, rappelant au monde ce désastre vieux de plus d'un siècle. 1997 fut l'année de l'engouement le plus fort. C'est l'année où sortit le film de James Cameron, avec son histoire d'amour, La porte flottante et Céline Dion chantant My Heart Will Go On. Le film rapporta près de 2 milliards de dollars et remporta 11 Oscars. Pendant des mois, il était impossible de ne pas entendre cette chanson partout. Soudain, tout le monde s'intéressait de nouveau au Titanic. Des personnes qui n'avaient jamais réfléchi à l'épave centenaire se mirent à lire des livres, visiter des musées, réserver des excursions à Halifax, où reposent de nombreuses victimes. La Titanic Historical Society vit ses adhésions exploser. Les maisons de vente rapportèrent des prix records pour des artefacts. Les survivants furent retrouvés par les médias du monde entier. Elena Schumann, âgée de 18 mois lors du naufrage, donna des interviews aux journaux et à la télévision. Michel Natil, qui avait 3 ans et avait été enlevé par son père, fit de même, ainsi que Beatrice Sandström, qui se souvenait de sa mère pleurant dans le canot alors qu'il s'éloignait du navire. La plupart étaient ambivalents à propos du film. Ils appréciaient qu'il attire l'attention sur le désastre, mais déploraient la romance qui éclipsait l'histoire. Certains auraient souhaité que Cameron s'attarde davantage sur les vrais passagers, dont les histoires étaient aussi dramatiques que n'importe quel scénario inventé.
Mais il comprenait une chose importante, le film avait introduit une nouvelle génération au Titanic. Des enfants nés 70 ans après le naufrage demandaient maintenant à leurs grands-parents ce qu'il s'était passé. Les bibliothèques enregistrèrent une hausse des demandes de recherche et les écoles intégrèrent le désastre dans leur programme d'histoire. Le Titanic n'était plus en train de disparaître de la mémoire, il était désormais inscrit de manière permanente dans la culture. À Southampton, les commémorations se multiplièrent. Un musée est maintenant dédié au Titanic et à la connexion de la ville avec lui. Les expositions présentent la construction du navire, le voyage, le naufrage et ses conséquences. Des dispositifs interactifs permettent de rechercher passagers et membres d'équipage, de savoir s'ils ont survécu et ce qui leur est arrivé ensuite. Un mémorial à East Park rend hommage aux 35 ingénieurs qui restèrent à leur poste, maintenant lumière et pompe jusqu'au dernier instant. Aucun ne survécut. Un autre mémorial honore les musiciens, un autre les employés des postes, et des plaques sont disséminées dans toute la ville, marquant les maisons des membres d'équipage partis et jamais revenus. La ville porte le désastre dans ses os. On peut parcourir des rues où des rangées entières de maisons furent vidées par le naufrage. On peut visiter des pubs où les membres d'équipage burent leur dernière pinte avant d'embarquer. On peut se tenir sur le quai où les passagers montèrent à bord sans savoir qu'ils faisaient leurs adieux définitifs. Le désastre a façonné l'identité de la ville. Il a fait d'eux ce qu'ils sont. Et peut-être que c'est vrai pour nous tous, à une moindre échelle. Pourquoi cela compte-t-il encore ? Peut-être parce que cela nous rappelle que le progrès a des limites, que la confiance n'est pas la compétence et que même les plus grands, les plus beaux et les plus modernes peuvent échouer de manière spectaculaire. Peut-être parce que les passagers étaient si variés, millionnaires et immigrants, première classe et classe économique, personnes partant pour une nouvelle vie en Amérique ou revenant de vacances en Europe. Tous égaux quand le navire sombra. Peut-être parce que l'histoire comporte des héros et des méchants, des lâches et des saints, offrant un miroir à nos propres peurs et espoirs. Ou peut-être est-ce plus simple, nous nous souvenons du Titanic parce que 1500 personnes sont mortes et méritaient d'être rappelées, non comme statistiques, mais comme des êtres vivants avec des familles, des rêves et des projets. Leur mort avait un sens. Elle doit en avoir. Le Titanic Relief Fund a fonctionné jusqu'en 1959. Pendant près d'un demi-siècle, il a soutenu veuves, orphelins et survivants blessés. Lorsque le fonds ferma enfin, beaucoup des enfants aidés étaient devenus grands-parents, construisant leur vie sur la charité offerte par des inconnus après la pire nuit de leur existence. Certains retournèrent à la mer, devenant marins comme leur père, affrontant l'Atlantique qui leur avait tant pris et refusant d'avoir peur. D'autres s'éloignèrent de l'océan, s'installant à terre, choisissant des métiers gardant leurs pieds sur un sol solide. On ne pouvait pas leur en vouloir. Après ce qu'ils avaient vu, après ce qu'ils avaient perdu, pourquoi auraient-ils de nouveau fait confiance à la mer ? Ainsi, nous continuons à raconter cette histoire, génération après génération, pour que le Titanic ne soit jamais oublié. La nuit avance, l'histoire touche à sa fin, mais il reste encore quelques mots. Vous êtes là, allongés, écoutant l'histoire d'un navire qui a coulé il y a plus d'un siècle, des survivants et des disparus, des procès, des enquêtes et des réformes, le deuil qui a traversé les générations. C'est beaucoup à assimiler. Mais voici l'essentiel, vous êtes au chaud, en sécurité. Les draps sont doux, l'oreiller juste ce qu'il faut. Personne ne viendra vous réveiller à 2 heures du matin pour vous faire monter dans un canot. Ce n'est pas rien. C'est en réalité presque tout. Les passagers du Titanic ne savaient pas ce qui les attendait. Ils se couchèrent le 14 avril en pensant se réveiller le lendemain pour le petit déjeuner, peut-être une promenade sur le pont. Ils avaient des projets, des réservations au dîner, des lettres à écrire, des proches à New York. Et puis l'iceberg changea tout. Nous n'avons pas toujours de préavis non plus. La vie arrive, mêlant le bon et le mauvais. Mais ce soir, à cet instant, vous êtes en sécurité. Votre cœur bat, vos poumons fonctionnent. Le monde extérieur peut être chaotique, mais ici, dans votre petit cocon de couverture et d'obscurité, tout est immobile. Cette immobilité est un cadeau. Ne la prenez pas pour acquise. Les survivants du Titanic l'avaient compris mieux que quiconque. Ils avaient vu à quelle vitesse tout pouvait disparaître. Un navire qui semblait indestructible, parti en moins de 3 heures. Des fortunes effacées, des familles brisées, des vies terminées dans une eau si froide qu'elle arrête le cœur avant même de nager. Après cela, comment se sentir complètement en sécurité à nouveau ? Certains ne l'ont jamais été.
Ils passèrent le reste de leur vie à attendre le prochain désastre, sursautant au moindre bruit, refusant de voyager à nouveau par bateau. Le traumatisme a remodelé leur cerveau, les faisant percevoir le danger partout. Mais d'autres ont choisi un chemin différent. Ils ont décidé que, puisque la vie était fragile, ils devaient la vivre pleinement. Ils ont pris des risques, essayé de nouvelles choses, dit oui à des opportunités qu'ils auraient refusées auparavant. Le Titanic leur avait appris que demain n'était jamais garanti, alors autant profiter de chaque instant. Les deux réactions sont compréhensibles. Il n'existe pas de bonne façon de survivre. Charles Lollet, l'officier qui retourna en mer et finit à Dunkerque, semble avoir choisi la seconde voie. Il avait déjà frôlé la mort une première fois. Pourquoi avoir peur ? Il navigua sur son petit yacht à 66 ans en pleine guerre pour secourir des gens. Le Titanic lui avait montré à quoi ressemblent des hommes qui se noient. Il ne laisserait personne derrière si possible. Bruce May choisit le premier chemin. Après le désastre, il se replia, se cacha du monde, laissant la culpabilité et la honte le consumeur jusqu'à ne plus rester qu'une coquille vide. Sa femme tenta de le protéger, interdisant toute mention du navire. Mais on ne peut fuir ses propres souvenirs, ils nous suivent partout. La plupart des survivants se situaient quelque part entre les deux. Ils portaient les cicatrices, mais continuaient à vivre. Se mariaient, avaient des enfants, travaillaient, construisaient leur vie. Le Titanic faisait partie de leur histoire, mais ce n'était pas toute l'histoire. Imaginez ce que cela demandait de se lever chaque matin en sachant ce que l'on avait survécu, de prendre le petit déjeuner, d'aller travailler, de converser avec les voisins, tout en portant le poids de cette nuit en soi, de voir grandir ses enfants et de se demander s'ils percevaient la tristesse que l'on s'efforçait de cacher. Certains survivants en parlaient constamment, donnaient des interviews, écrivaient des mémoires, participaient à des commémorations. Ils faisaient du Titanic leur identité, transformant le traumatisme en mission. Il y a quelque chose de courageux là-dedans, refuser de laisser la pire nuit de sa vie nous définir en silence. D'autres ne dirent jamais un mot, enfermant les souvenirs dans une pièce qu'ils n'ouvraient jamais. Leurs enfants grandirent dans l'ignorance. Leurs petits-enfants ne découvrirent la vérité qu'après leur décès, en fouillant les papiers dans les greniers, trouvant coupures de journaux, lettres, billets d'un voyage qu'ils ne savaient pas que leur grand-mère avait fait. Les deux approches étaient des stratégies de survie. Les deux étaient légitimes. Il n'existe pas de manuel pour vivre avec une telle expérience. Et maintenant, ils sont tous partis. Chacun d'eux. La dernière survivante, Milvina Dean, est morte en 2009. Elle avait 97 ans. Elle était bébé lors du naufrage, trop jeune pour se souvenir, mais portait malgré tout le poids de cette nuit. Son père était mort ce soir-là. Sa famille avait été déchirée avant même qu'elle comprenne ce que signifie être en famille. À sa mort, quelque chose changea. Le Titanic passa de la mémoire vivante à l'histoire pure. Il ne reste plus personne pour raconter ce que c'était que de se tenir sur ce pont, de sentir le navire pencher sous ses pieds, d'entendre le groupe jouer alors que les canots s'éloignaient. Tout ce qu'il nous reste désormais, ce sont les histoires qu'ils ont laissées. Et peut-être que cela suffit. Les histoires ont du pouvoir. Elles nous permettent de ressentir ce que d'autres ont ressenti, même à travers les siècles. Elles nous laissent nous tenir sur le pont d'un navire en train de couler sans mouiller nos pieds. Elles nous aident, d'une manière minime, à comprendre ce que signifie faire face à la fin de tout ce que l'on croyait connaître. L'histoire du Titanic a été racontée tant de fois, films, livres, documentaires, podcasts. Chaque angle a été examiné. Chaque théorie débattue. Nous en savons plus sur ces 3 jours d'avril 1912 que certains ne savent sur leur propre famille. Et pourtant, l'histoire nous captive toujours. Peut-être parce que l'histoire du Titanic ne parle pas seulement d'un naufrage. Elle parle de qui nous sommes quand tout s'effondre. Elle parle des choix que nous faisons sous pression. Elle parle des mensonges que nous nous racontons quand nous croyons être invincibles. Les gens qui ont construit le Titanic pensaient avoir conquis l'océan. Ils croyaient que la technologie avait enfin triomphé. Et pendant quelques jours, il semblait qu'ils avaient raison. Le navire était magnifique, immense, rempli de merveilles que les passagers n'avaient jamais vues. Puis l'océan leur rappela qui était vraiment aux commandes. Nous faisons encore cette erreur aujourd'hui. Nous construisons des choses et pensons qu'elles dureront toujours. Nous faisons des plans et supposons qu'ils réussiront. Nous regardons l'avenir et voyons une mer calme, même quand les icebergs flottent déjà vers nous. Le Titanic nous rappelle l'humilité, le respect des forces que nous ne pouvons pas contrôler,
et de ne jamais supposer que quelque chose est sûr simplement parce qu'il est grand, neuf et coûteux. Nous vivons dans un monde plein de navires insubmersibles, de technologies auxquelles nous faisons confiance sans question, de systèmes que nous supposons infaillibles. Et la plupart du temps, cela fonctionne. La plupart du temps, notre confiance passe sans encombre. Mais parfois, un iceberg surgit de l'obscurité. Une chose inattendue. Un défaut que nous n'avions pas remarqué. Et soudain, toutes nos certitudes s'effondrent. Le Titanic nous rappelle de rester attentifs, de ne pas nous laisser trop à l'aise, de nous souvenir que l'univers ne se soucie ni de nos emplois du temps, ni de nos plans, ni de l'argent dépensé. Mais il nous rappelle aussi quelque chose de plus chaleureux. Quand le navire sombrait, les gens s'entraidaient. Des inconnus cédaient leur place dans les canots de sauvetage. Des musiciens jouaient pour calmer les passagers. Les opérateurs sans fil restaient à leur poste jusqu'à ce que l'eau monte à leurs chevilles. Les ingénieurs maintenaient les lumières allumées pour que les gens trouvent le pont. Tout le monde n'était pas héroïque. Il y avait de la panique, de l'égoïsme et de la lâcheté aussi. Mais il y avait aussi de la grâce. Une vraie grâce humaine face à l'horreur, digne d'être rappelée. Le monde après le Titanic était différent de celui d'avant. Les navires portaient suffisamment de canots pour tous. Les opérateurs sans fil travaillaient jour et nuit. Les patrouilles de glace avertissaient les navires du danger à venir. Des milliers de vies furent sauvées grâce à des changements directement issus de ce désastre. Les personnes qui moururent le 15 avril 1912 ne sont pas mortes en vain. Leurs morts ont obligé le monde à faire mieux, à être plus sûr, à prendre l'océan au sérieux. Cela ne rend pas la tragédie moins tragique, mais cela lui donne un sens. Cela transforme une perte insensée en quelque chose qui compte réellement. 1500 personnes. Prenez un instant pour penser à ce chiffre. 1500 vies, chacune aussi réelle et complexe que la vôtre. Ils avaient des parents, des enfants, des amis. Ils avaient des plats favoris, des blagues privées, des rêves récurrents. Ils avaient des peurs inexprimables et des espoirs qu'ils osaient à peine formuler. Tous partis en une seule nuit. Et pourtant, nous sommes encore là, 100 ans plus tard, à parler d'eux, à nous souvenir de leurs noms, à tenter de comprendre ce qu'ils ont vécu. D'une certaine manière, c'est une forme d'immortalité. La plupart d'entre nous ne seront pas rappelés 100 ans plus tard. La plupart d'entre nous disparaîtront de la mémoire 1 ou 2 générations après notre départ. Mais les personnes du Titanic sont devenues permanentes. Elles font maintenant partie de l'histoire, d'une histoire qui sera racontée tant que les humains raconteront des histoires. Est-ce un réconfort? Je ne sais pas. Peut-être que cela dépend de qui vous demandez. Mais je pense que cela importe. Je pense que ce souvenir importe. Prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes qui ont vécu et sont mortes avant nous est l'une des choses les plus humaines que nous puissions faire. Alors, merci d'avoir écouté. Merci de vous soucier d'une tragédie survenue avant la naissance de vos grands-parents. Merci d'être allongé dans l'obscurité, laissant cette histoire vous envahir, ressentant quelque chose pour des inconnus disparus depuis plus d'un siècle. Cette connexion à travers le temps est précieuse. C'est ce qui nous rend humains. La capacité de se soucier de personnes que nous n'avons jamais rencontrées. De pleurer des pertes qui ne sont pas les nôtres, d'apprendre des erreurs que nous n'avons pas commises. Les passagers du Titanic l'auraient compris. Ils venaient de pays différents, parlaient différentes langues, vivaient dans des mondes différents. Mais dans ces dernières heures, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils étaient tous simplement des personnes face à la même eau glacée, à la même nuit terrifiante. Et vous voilà, plus d'un siècle plus tard, allongés dans votre lit à penser à eux, à vous demander ce que vous auriez fait, reconnaissant de ne jamais avoir à le découvrir. Les survivants du Titanic auraient apprécié cela. Ils voulaient que l'on se souvienne. Ils ne voulaient pas que le navire s'efface dans les notes de bas de page et les statistiques. Ils voulaient que le monde comprenne ce qui s'était passé cette nuit-là et que cela ne se reproduise jamais. Nous avons tenu cette promesse, en grande partie. Les navires sont plus sûrs maintenant. L'océan reste dangereux, mais nous avons appris à le respecter. Les leçons du Titanic sont inscrites dans chaque paquebot, chaque cargo, chaque traversée en ferry. Les morts ne sont pas morts en vain. Leur héritage est inscrit dans les lois maritimes, dans la conception des navires et dans la coopération internationale. Chaque fois qu'un navire traverse l'Atlantique en toute sécurité, le Titanic fait partie de ce voyage. Invisible, mais présent. Et dans l'obscurité, à 2000 et demi sous la surface, l'épave continue sa veille, se désagrégeant lentement en rouille, retournant à l'océan qui l'a réclamé.
La grande escalier a disparu maintenant. Le pont s'affaisse. La proue sur laquelle Jack et Rose se tenaient dans le film s'effondre sous son propre poids. Les scientifiques disent que les bactéries qui dévorent la coque auront terminé leur travail dans les prochaines décennies. Le fer, façonné pendant des milliers d'années par des travailleurs, se dissoudra dans la mer. Le navire censé durer éternellement sera parti. Il y a quelque chose de presque poétique là-dedans. Le Titanic retournant aux éléments dont il était fait. Le fer devenant rouille, devenant rien. L'océan reprenant ce qui lui appartenait toujours. Certains veulent remonter le navire, le ramener à la surface, le mettre dans un musée pour que tout le monde puisse le voir, mais c'est probablement impossible maintenant. La coque est trop fragile. Elle s'effondrerait avant d'atteindre la lumière, donc l'épave restera là où elle est. Un mémorial au fond de l'océan, visité par des submersibles et des caméras, et par l'occasionnel habitant des profondeurs qui ne sait ni ne se soucie de ce qu'il traverse. Un jour, il ne restera plus rien. Juste un champ de débris sur le fond marin. Des chaussures, des bouteilles, des morceaux de métal dispersés dans la boue. Le Titanic aura vraiment disparu. Mais l'histoire restera. Les histoires ne rouillent pas. Elles ne s'effondrent pas. Elles se transmettent de personne en personne, de génération en génération, changeant un peu à chaque fois, mais ne disparaissant jamais complètement. Dans 100 ans, quelqu'un racontera encore l'histoire du Titanic. Peut-être se trompera-t-il sur certains détails. Peut-être ajoutera-t-il des éléments qui ne se sont pas vraiment produits, mais l'essentiel, la vérité, survivra. Un navire qui pensait ne pas pouvoir couler. Un iceberg dans l'obscurité. 1500 âmes perdues dans l'Atlantique glacé. Et les survivants, ceux qui ont vécu avec ça toute leur vie, qui se réveillaient en sueur à cause de cauchemars de noyade, qui sursautaient au bruit de l'eau, qui portaient leurs morts avec eux chaque jour jusqu'à les rejoindre enfin. Leur douleur était réelle. Leur courage était réel. Leurs histoires méritent d'être racontées. Alors, portons un toast à eux. À ceux qui ont survécu et à ceux qui ne l'ont pas fait. Aux officiers, à l'équipage et aux passagers. Au groupe qui a continué à jouer et aux opérateurs sans fil qui ont continué à envoyer des messages. Aux enfants ayant grandi sans père et aux veuves qui ne se sont jamais remariés. À tous ceux dont la vie a été touchée par ce navire terrible, magnifique et inoubliable. Ils sont en paix maintenant. Tous, les survivants et les disparus, les célèbres et les oubliés. Ils ont trouvé le repos qui leur avait été refusé cette froide nuit d'avril. Et peut-être pouvez-vous aussi trouver un peu de repos. Votre lit est chaud. La pièce est silencieuse. Le Titanic est loin, séparé de vous par les océans, les décennies et la distance réconfortante de l'histoire. Laissez vos yeux se fermer. Laissez votre respiration ralentir. Laissez l'histoire s'installer dans votre esprit comme des sédiments dérivant vers le fond de l'océan. Le Titanic a navigué. Le Titanic a coulé. Le monde a changé. Les gens sont partis. Mais ce soir, vous êtes là. Vous êtes en sécurité. Et c'est tout ce qui compte. Dormez bien.